Mon nom est Aurelia Williams. J'ai 25 ans. Le soir de mon anniversaire, debout dans le salon d'un domaine de 2,5 millions de dollars à Scottsdale, en Arizona, ma famille m'a remis une boîte emballée. L'air dans la pièce était épais d'une joie forcée et du tintement de verre en cristal. Ma sœur aînée, Chloé, l'enfant chéri incontesté de la famille, m'a pratiquement fourré l'énorme paquet dans les bras. Elle souriait. À l'intérieur de la boîte se trouvait une serpillière de qualité commerciale. Un mot manuscrit était collé sur le manche. Il disait « Puisque nettoyer est la seule chose pour laquelle tu es doué ». Des rires ont éclaté. Mes parents, Thomas et Barbara, ont gloussé dans leur verre de vin. C'était le rire insouciant et facile de personnes qui se croyaient intouchables. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai offert un sourire froid et clinique et j'ai remis à mon père une enveloppe en papier craft que je tenais derrière mon dos. Un cadeau pour toi aussi, ai-je dit doucement. Thomas l'a déchiré, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Mais alors que ses yeux parcouraient la première ligne, la couleur a quitté ses joues. Les rires dans la pièce ont cessé instantanément. Ce qu'il tenait était un avis légal contraignant de 30 jours pour quitter les lieux pour occupation illégale prolongée, imprimé sur du papier à en-tête officielle du comté de Maricopa. Thomas a bafouillé, exigeant de savoir ce qu'était cette plaisanterie de mauvais goût. J'ai redressé ma posture. La fille invisible qu'ils avaient moquée pendant des années commandait soudain la pièce. Ce n'est pas une plaisanterie, Thomas. Tu es en infraction sur ma propriété. Avant de te dire ce qui va se passer ensuite, prends un moment pour liker et t'abonner, mais seulement si cette histoire te touche vraiment. Quel âge as-tu en ce moment? Et d'où écoutes-tu? Indique ton âge, ta ville et leur local dans les commentaires pour que je sache qui se tient avec moi aujourd'hui. Pour comprendre comment mon père s'est retrouvé à tenir un avis d'expulsion dans son propre salon, il faut examiner les fondations de son illusion. Pendant des années, Thomas a dirigé une entreprise de logistique, finançant un mode de vie entièrement construit sur le crédit et les apparences. Lorsque son entreprise a commencé à échouer et que les créanciers ont commencé à tourner autour, il a eu besoin de protéger son actif principal. Il a discrètement transféré l'acte de propriété du domaine de Scottsdale dans une SARL. Il n'a pas seulement caché la maison, il a falsifié ma signature. J'avais 19 ans à l'époque. Il m'a fait la seule membre gérante et le bouc émissaire légal. Il avait l'intention de charger la SARL de dettes d'entreprise toxiques, s'assurant que je finirais par subir le coût fiscal fédéral pendant qu'il vivrait confortablement dans la demeure. Pour Thomas, j'étais le pantin sûr et invisible. Il pensait que j'étais trop passif pour jamais remettre en question les documents. Il n'avait jamais anticipé que je passerais secrètement des années à étudier chaque ligne de cet accord d'exploitation irrévocable. De retour dans le présent, Thomas froisse la vie. Sa voix vibre de rage. J'ai acheté cette maison, crie-t-il. Tu n'es qu'un nom sur un morceau de papier. Je prends mon sac à main. Ma voix est à peine un murmure, pourtant elle résonne dans la pièce silencieuse. En réalité, je suis la seule membre gérante, et j'ai déjà audité tes déclarations. Tu as 30 jours. Le silence dans le salon s'est étiré, se tendant jusqu'à ce qu'il semble que les plafonds voûtés puissent se fissurer sous la pression. Thomas fixait l'entête du comté de Maricopa, ses yeux allant et venant sur l'impression en gras. La serpillière de qualité commerciale, le cadeau de plaisanterie qu'ils avaient trouvé si hilarant seulement 60 secondes plus tôt, était appuyé maladroitement contre le canapé en cuir italien. C'était un accessoire dans une pièce qui venait d'être définitivement annulée. Pour comprendre l'architecture de cette illusion, il faut regarder au-delà des sols en marbre et de l'aménagement paysager impeccable de Scottsdale. Il faut regarder les chiffres. Pendant plus d'une décennie, Thomas a dirigé une entreprise de logistique de niveau intermédiaire. Il exploitait une flotte de camions de fret loués, obtenant des contrats avec des marges extrêmement minces. Mais le mode de vie de la famille Williams n'était pas financé par des profits réels. Il était financé par l'apparence de profit. Chaque véhicule de luxe dans l'allée, chaque adhésion à un country club, chaque sac à main de designer que ma mère et ma sœur portaient était financé par un réseau étouffant de lignes de crédit rotatives et de prêts d'entreprise à effet de levier. Il y a 6 ans, le marché de la logistique a changé. Les créanciers ont commencé à appeler. Leur ton passant de rappels polis à des menaces légales. Thomas a réalisé que son empire de cartes vacillait. Il avait besoin de protéger son actif principal, le domaine de 2,5 millions de dollars dans lequel nous nous tenions actuellement.
Si l'entreprise de fret faisait faillite, les banques saisiraient la maison pour satisfaire ses dettes d'entreprise. Il avait besoin d'un bouclier. Il a décidé de transférer discrètement l'acte de propriété dans une société à responsabilité limitée nouvellement créée. Mais créer une SARL pour cacher une résidence personnelle aux créanciers d'entreprise est une tactique connue et les tribunaux peuvent percer ce voile corporatif si le propriétaire original reste le membre gérant. Thomas avait besoin du nom de quelqu'un d'autre sur les documents. Il ne pouvait pas utiliser sa femme. Barbara possédait un score de crédit ruiné par une thérapie par le shopping et des prêts personnels en défaut. Il ne pouvait pas utiliser ma sœur aînée. Chloé luttait déjà contre un coûteux procès civil lié à un incident de conduite sans assurance, ce qui en faisait une énorme responsabilité légale. Il a regardé sa plus jeune fille. J'avais 19 ans. Je travaillais tard le soir, j'étudiais tranquillement dans ma chambre, je ne demandais rien et ne recevais exactement rien. Pour Thomas, j'étais la candidate parfaite. J'étais le pantin sûr et invisible. Il ne m'a pas assise pour m'expliquer sa stratégie financière. Il n'a pas demandé mon consentement. Il est simplement entré dans son bureau à la maison, a sorti une pile de documents d'incorporation et a falsifié ma signature. Avec quelques traits d'un stylo à encre bleue, il a fait d'Aurelia Williams, 19 ans, la seule membre gérante de Desert Rose Holdings, LLC. Mais cacher la maison n'était que la première phase de son plan. La deuxième phase était le piège. Au cours des années suivantes, Thomas a commencé à canaliser des dettes d'entreprise toxiques de son entreprise de logistique en faillite dans la société holding immobilière. Il alliait des amortissements frauduleux et des prêts d'équipement en défaut à la SARL. Sa stratégie de sortie était remarquablement cruelle. Lorsque l'IRS et les créanciers finiraient par enfoncer la porte pour auditer le désordre, l'entité légale tenant le sac serait la SARL. La personne faisant face à des accusations d'évasion fiscale fédérale et à la ruine financière serait la seule membre gérante, moi. Il a construit un sol en verre au-dessus d'une fosse à pieux, m'a ordonné de me tenir dessus, et a prévu de vivre confortablement dans la demeure pendant que je prendrais la chute. Il a misé tout son avenir sur une seule hypothèse. Il a supposé que j'étais trop abattue, trop distraite par mes emplois subalternes et trop intimidée par lui pour jamais remettre en question un morceau de papier arrivant par la poste. Il a pris mon silence pour de la stupidité. Il n'a jamais anticipé que j'intercepterais une lettre mal adressée du Conseil d'imposition des franchises quand j'avais 21 ans. Il n'a jamais imaginé que je consulterais le registre des entreprises de l'État. Il n'a certainement jamais imaginé que la fille silencieuse qu'il traitait comme du personnel de ménage passerait ses nuits à étudier secrètement les statuts révisés de l'Arizona, les lois sur la structure des entreprises et les définitions exactes au sein d'un accord d'exploitation irrévocable. J'ai lu chaque ligne. J'ai appris exactement quel pouvoir exerce une seule membre gérante. J'ai appris que Thomas s'était enfermé hors de son propre château et m'avait remis la seule clé. De retour dans le présent, la couleur qui revient lentement sur son visage n'est pas la rougeur de l'embarras. C'est un cramoisi profond et dangereux. La réalisation qu'il a été pris déclenche une rage défensive. Thomas froisse l'avis d'expulsion de 30 jours dans son poing, ses jointures devenant blanches. Les veines dans son cou appuient contre son col coûteux. Qu'est-ce que c'est ? Demande-t-il, sa voix vibrant, assez tranchante pour couper la tension. Tu penses qu'imprimer un faux document fait de toi un propriétaire ? C'est un avis légal certifié, je réponds, mon ton stable, ne trahissant aucune émotion. Le greffier du comté l'a tamponné hier matin. Tu as exactement 30 jours pour retirer tes effets personnels des lieux. Barbara finit par trouver sa voie. Elle s'avance, ses talons de designer claquant contre le sol en marbre. Aurelia, arrête ces bêtises tout de suite. Tu gâches la soirée. Excuse-toi auprès de ton père. Je ne la regarde pas. Mes yeux restent verrouillés sur Thomas. Il fait un pas vers moi, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider. Une tactique qui fonctionnait parfaitement quand j'étais adolescente. J'ai acheté cette maison, crie-t-il, le volume résonnant contre les hauts murs. J'ai payé la compte. J'ai payé l'hypothèque. Tu n'es qu'un nom sur un morceau de papier. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de pouvoir. Tu nettoies après les gens pour gagner ta vie. Je le regarde se défaire. L'homme qui pensait être un génie financier est actuellement en train de crier sur l'architecte de sa perte. Je tends lentement la main et prends mon sac en cuir du fauteuil. Je glisse la sangle sur mon épaule. Je n'ose pas la voix pour égaler la sienne.
J'ai appris il y a longtemps que le vrai pouvoir n'a jamais besoin de crier. Il n'a besoin que d'énoncer les faits. Ma voix est à peine un murmure. Pourtant, elle porte un poids clinique qui le fige sur place. En réalité, je suis la seule membre gérante de l'entité qui possède cette propriété, et parce que je détiens un devoir fiduciaire envers cette SARL, j'ai déjà audité tes déclarations. Thomas arrête de respirer. La colère dans ses yeux vacille, remplacée par un pic soudain et vif de terreur. Il sait ce que contiennent les déclarations. Je soutiens son regard. J'ai trouvé les prêts d'équipement, Thomas. J'ai trouvé les frais de consultation fantômes que tu as acheminés via les comptes de la propriété. J'ai vu les impôts fonciers que tu as cessé de payer il y a 3 ans. Tu as supposé que je prendrais simplement le coût fiscal fédéral quand l'audit arriverait, mais en tant que membre gérante, j'ai pris des mesures préventives pour protéger mon actif. Le silence revient, plus lourd cette fois. Chloé baisse son verre de vin, la bouche légèrement ouverte, regardant alternativement entre nous. L'enfant chéri sentant enfin l'effondrement structurel de sa cage dorée. Tu as falsifié ma signature pour faire de moi le bouc émissaire, dis-je, en faisant un pas vers la porte d'entrée. Mais tu as oublié un détail crucial sur le droit des sociétés. Quand tu fais de quelqu'un la seule membre gérante d'une fiducie ou d'une SARL irrévocable, tu abandonnes ton equity. Tu m'as remis l'autorité légale pour expulser les locataires non payants, et tu as 5 ans de retard sur le loyer. La révélation flottait dans l'air, lourde et tranchante. La réalisation qu'ils n'étaient plus les maîtres de ce domaine a fracturé la façade soigneusement maintenue de la famille Williams. Barbara a été la première à réagir. Elle n'a pas contesté les faits ni demandé d'explication. Au lieu de cela, elle a recouru à son mécanisme de défense le plus ancien et le plus fiable. Elle s'est effondrée sur le canapé en velours capitonné, agrippant le col de son chemisier en soie, haletant pour de l'air dans une démonstration pratiquée d'une crise de panique. En grandissant, j'ai vu ma mère utiliser cette routine exacte chaque fois qu'une carte de crédit était refusée dans un grand magasin haut de gamme ou quand un voisin s'informait poliment des cotisations impayées au country club. La fragilité était son bouclier ultime. Elle forçait tout le monde autour d'elle à abandonner ses griefs et à s'occuper de sa détresse fabriquée. Ce soir-là, cependant, le public avait changé. Je suis resté exactement là où j'étais. Je ne me suis pas précipité à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. Je n'ai pas offert de paroles apaisantes de réconfort. J'ai simplement regardé son hyperventilation, notant le moment précis où ses yeux se sont tournés vers moi pour vérifier si sa performance fonctionnait. Ce n'était pas le cas. Voyant que cela échouait, elle s'était lancée en avant sur le tapis perçant. Ses mains manucurées aux ongles acryliques pointus visaient directement mon visage. Elle a crié que j'étais une voleuse ingrate, une pauvre femme de ménage essayant de voler la vie qu'ils avaient construite. Ses mains n'avaient jamais frotté un sol, jamais traîné d'équipement industriel dans un escalier, jamais manipulé l'eau de javel et l'ammoniac que j'utilisais pour financer ma propre existence. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas retiré. Mes yeux sont restés verrouillés sur mon père, qui était toujours figé près de la cheminée. Sans regarder ma sœur, j'ai levé le bras et attrapé Chloé par le poignet en plein air. Ma prise n'était pas frénétique. C'était un étau d'acier affûté par des années de travail manuel pendant qu'il dormait tard. L'arrêt soudain a secoué tout son corps. Chloé a haleté, ses yeux s'élargissant sous le choc. Elle a essayé de se dégager, mais je l'ai tenue fermement en place. J'ai senti les os délicats sous sa peau. Pendant une fraction de seconde, je pouvais voir la confusion dans ses yeux. C'était la confusion de quelqu'un réalisant qu'elle avait tendu une embuscade par erreur à un adversaire plus lourd et plus fort. Elle s'attendait à ce que je me recroqueville, à ce que je m'excuse de l'avoir contrarié. À ce que j'absorbe son abus comme je l'avais fait toute ma vie. Mon refus de rompre le personnage a brisé sa vision du monde. Agresser ton propriétaire n'étendra pas ta fenêtre de 30 jours, Chloé, ai-je dit. Ma voix était un registre plat et uniforme, contrastant vivement avec ses hurlements hystériques. J'ai libéré son bras d'un mouvement précis du poignet. Elle a trébuché en arrière, se frottant le bras, me regardant comme si elle venait de percuter un mur de briques. Le bouc émissaire invisible qu'elle avait moqué pour lui avoir tendu une serpillière quelques instants plus tôt avait disparu. À sa place se tenait une propriétaire exécutant une directive légale. Thomas avait passé toute sa carrière à utiliser des avocats comme des chiens d'attaque. Chaque fois qu'un fournisseur se plaignait de paiement en retard, Thomas envoyait un CC et 2 istes.
quand un employé menaçait de signaler des violations de sécurité dans son entrepôt de logistique, Thomas les enterrait sous des accords de non-divulgation et des tactiques d'intimidation. Il opérait sous l'hypothèse que le système judiciaire appartenait à quiconque pouvait se permettre le plus d'heures facturables. Il s'attendait à ce que je me recroqueville à la simple mention d'un procès. Il me voyait toujours comme l'adolescente terrifiée qu'il pouvait intimider pour la soumettre. Il ne réalisait pas que j'avais passé les 7 dernières années à étudier exactement les prédateurs qu'il employait. Il m'a poursuivi, le visage rouge, criant des menaces qui rebondissaient sur les hauts plafonds. Il a déclaré qu'il engagerait les avocats les plus impitoyables de Phoenix au lever du soleil. Il a promis de traîner mon nom dans la boue pour me faire arrêter pour fraude, détournement de fonds et maltraitance des personnes âgées. Il a juré que je passerais le reste de ma vie à pourrir dans une prison d'État pour avoir osé falsifier des documents contre ma propre chair et mon sang. L'ironie de son accusation était riche, étant donné que ma propre signature était celle qu'il avait falsifiée 6 ans auparavant. Le conflit n'était plus une dispute domestique à propos d'un cadeau d'anniversaire de mauvais goût. Il se transformait rapidement en une guerre juridique imminente. J'ai atteint la porte d'entrée et posé ma main sur la poignée en laiton. Je me suis arrêté, tournant la tête juste assez pour regarder en arrière la scène chaotique. Thomas était essoufflé, pointant un doigt tremblant vers mon dos. Barbara était toujours affalée sur le canapé, son hyperventilation feinte se transformant en sanglots réels alors que la réalité de son statut perdu s'enfonçait. Chloé se tenait près de l'îlot de la cuisine, fixant son propre poignet, complètement dépassé. Je n'ai pas discuté ces menaces. Je n'ai pas gaspillé d'oxygène à défendre ma position légale. Au lieu de cela, j'ai levé mon regard vers le coin du plafond du vestibule. Une petite caméra de sécurité élégante clignotait avec une lumière rouge constante. Thomas avait installé le système de surveillance complet il y a 2 ans. Il prétendait que c'était pour la sécurité de la maison, mais nous savions tous que c'était pour surveiller le personnel de ménage, s'assurant qu'il ne prenait pas de pause non autorisée ou ne volait pas la petite monnaie qu'il laissait stratégiquement sur les commodes. Assure-toi que tes avocats examinent les images de mon cadeau d'anniversaire, ai-je dit, gardant un ton conversationnel et léger. L'audio dans cette maison est d'une clarté cristalline. Je suis sûr qu'un juge trouvera la serpillière de qualité commerciale et ton mot manuscrit hautement divertissant lorsque nous établirons la nature de ta résidence ici. Je te verrai au tribunal. Thomas a suivi mon regard vers l'objectif de la caméra. La menace que sa propre surveillance soit utilisée contre lui a volé le souffle de ses poumons. Sa main est tombée sur le côté. Le bluff a disparu, remplacé par une terreur froide et suffocante. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et suis sorti dans la nuit sèche de l'Arizona. La chaleur sèche du désert m'a enveloppé, un contraste frappant avec l'air conditionné glacial de la maison que je possédais désormais légalement. Les grillons chantaient dans les buissons bien entretenus. Au bout de la longue allée courbe, une berline noire tournait au ralenti près des grilles en fer forgé. Le chauffeur est sorti, ouvrant la porte arrière alors que j'approchais. Je me suis glissé sur le siège arrière en cuir, ordonnant au chauffeur de me ramener à mon appartement dans le centre de Phoenix. Le siège en cuir était frais et silencieux. Mon rythme cardiaque était parfaitement stable. Il n'y avait pas de décharge d'adrénaline, pas de main tremblante, pas de culpabilité persistante. J'avais anticipé chaque réaction qu'ils avaient affichée ce soir-là. J'avais cartographié l'effondrement théâtral, l'accès de colère physique et les menaces légales des mois à l'avance. La prévisibilité est la faiblesse ultime des personnes arrogantes. Alors que la voiture s'éloignait du domaine, j'ai regardé par la fenêtre teintée. La silhouette imposante de la maison a rétréci dans le lointain. Je venais d'initier la destruction de l'empire de la famille Williams. Je savais que Thomas ne se rendrait pas tranquillement. Il paniquerait. Et les hommes comme lui font toujours des erreurs critiques quand ils paniquent. Mon téléphone a vibré dans mon sac, illuminant l'intérieur sombre de la voiture. C'était une alerte email de mon serveur privé. Un drapeau venait d'être déclenché sur les comptes d'entreprise connectés à la propriété. Thomas essayait déjà d'accéder aux fonds restreints pour engager une équipe de défense. Il cherchait de l'argent qui ne lui appartenait plus. De l'argent qu'il m'avait volé des années plus tôt. La guerre financière avait officiellement commencé. Et alors que je regardais ces tentatives de connexion échouées illuminer mon écran, je me suis souvenu du jour exact où il m'avait appris à voler. La berline glissait à travers les rues illuminées au néon du centre de Phoenix, m'emportant loin de la seule maison que j'avais jamais connue, bien qu'elle n'ait jamais vraiment été une maison.
En regardant les tentatives de connexion échouées se multiplier sur mon serveur sécurisé, un calcul froid et familier s'est installé sur moi. Thomas paniquait, exactement comme je savais qu'il le ferait, cherchant frénétiquement des fonds qui n'existaient plus. Pour comprendre la profondeur de sa ruine imminente, il faut comprendre l'origine de mon détachement. Il faut comprendre le jour où j'ai appris à séparer le sang des affaires. C'était exactement il y a 7 ans. J'avais 18 ans et je tenais une lettre d'acceptation dans l'un des programmes de finances quantitatives les plus prestigieux du pays. Ce n'était pas seulement une acceptation. C'était ma stratégie de sortie. Mes grands-parents, les seuls membres de la famille Williams qui avaient reconnu mon potentiel, m'avaient laissé un compte fiduciaire spécifiquement désigné pour mon éducation. Il contenait 80 000 $. C'était assez pour couvrir les frais de scolarité, le logement et les bases de mon indépendance. La date limite pour soumettre mes frais de scolarité de première année était un mardi d'août. Je me suis connecté au portail bancaire, les mains tremblantes d'anticipation, prête à transférer les fonds et à sécuriser mon avenir. Le solde indiquait 0. J'ai actualisé la page. J'ai appelé la banque. Le représentant du service client m'a informé d'une voix polie et monotone que l'ensemble du compte avait été vidé 2 semaines plus tôt via un chèque de banque portant ma signature autorisée. Je n'ai pas compris. Je n'avais rien signé. J'ai couru en bas à la cuisine, serrant l'état de compte bancaire imprimé. Thomas et Barbara étaient assis à l'îlot en granit en train de prendre le petit déjeuner. Je leur ai montré le papier. Je pleurais. Les pleurs crus et sans restriction d'un enfant qui croyait encore que ses parents la protégeraient. Ils n'ont pas semblé surpris. Ils n'ont pas sauté pour appeler les autorités pour signaler une fraude. Thomas a simplement continué à beurrer son toast. Barbara a pris une gorgée de son café, évitant mes yeux. « Où est-il » ai-je exigé, ma voix se brisant. « Où est mon argent » Thomas a finalement levé les yeux. Son expression n'était pas désolée. Elle était irritée, comme si j'avais interrompu une réunion d'affaires importante avec une plainte triviale. « Ta sœur a fait une erreur » a-t-il dit, son ton plat. Le procès civil de son accident allait ruiner son dossier. Ça allait être dans les journaux. Le règlement exigeait un capital liquide immédiat. Nous avons dû utiliser la fiducie. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient volé 80 000 $ qui m'avaient été laissés par mes grands-parents pour payer les victimes de la négligence en état d'ivresse de Chloé. Ils avaient sacrifié mon avenir pour protéger son statut social. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine. Le chagrin était si soudain et absolu qu'il m'a physiquement coupé le souffle. Je suis resté là à sangloter, attendant qu'ils offrent une solution, une promesse de me rembourser, un soupçon de remords. Au lieu de cela, Barbara s'est levée. Elle a fait le tour de l'îlot, enjambant mes jambes pour atteindre le réfrigérateur à vin. Elle a sorti une bouteille de chardonnay. « Arrête d'être si dramatique, Aurélia » a-t-elle dit, sans même baisser les yeux vers moi. La réputation de Chloé est notre priorité en ce moment. Tu es résiliente. Tu es douée pour t'adapter. Si tu veux tellement aller à l'école, trouve un emploi de nettoyage de maison. Ça forge le caractère. Elle a versé son vin. Thomas est retourné à son toast. Ils m'ont laissé sur le sol. C'était exactement le moment où les pleurs se sont arrêtés. C'était le moment où Aurélia Williams est morte en tant que leur fille et est renaissante en tant que leur auditeur. Je n'ai pas fait mes valises et je ne me suis pas enfui. Je n'ai pas crié ni jeté d'assiette contre le mur. J'ai fait exactement ce que Barbara avait suggéré. Je les ai pris au mot. J'ai obtenu 3 emplois de concierge séparés. Pendant que Chloé assistait à des fonctions sociales d'élite et que Thomas divertissait des clients, j'étais en train de frotter des sols industriels à 2 heures du matin. Je vidais des poubelles dans des gratte-ciel d'entreprise. Je nettoyais les toilettes des collèges communautaires locaux. Je travaillais 80 heures par semaine, économisant chaque dollar en ne dormant que 4 heures. J'ai utilisé l'argent pour payer le collège communautaire, en transférant à l'université d'État 2 ans plus tard. Je n'ai pas étudié l'histoire de l'art ou les communications. J'ai étudié la finance quantitative. J'ai étudié le droit des sociétés, la gestion d'actifs et la restructuration des dettes en difficulté. J'ai traité mon éducation non pas comme un chemin vers une carrière mais comme une stratégie militaire. J'ai armé mon intellect. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude. J'ai été recruté avant même d'avoir traversé la Seine.
Mes parents, bien sûr, n'ont pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Ils ignoraient même que cela avait lieu. Ils supposaient que je travaillais encore mes quarts de nuit en poussant un seau de serpillière sur des sols en linoléum. Ils ne demandaient jamais rien de ma vie et je ne proposais jamais l'information. Je les ai laissés croire que j'étais un échec. Je me suis appuyé sur leurs hypothèses arrogantes. Quand je visitais la maison de Scottsdale, je portais des jeans usés et des chemises bon marché. Je gardais la tête baissée. Je jouais parfaitement le rôle du bouc émissaire invisible et insignifiant. C'était le camouflage le plus brillant imaginable. Ils se sont aveuglés à mon existence, ce qui m'a permis d'accumuler une compétence létale dans l'ombre. Pendant qu'ils se noyaient dans les dettes et falsifiaient des documents, je maîtrisais les systèmes financiers même qui gouvernaient leur survie. Je construisais une forteresse brique par brique, et ils m'ont remis le mortier. Mon téléphone a vibré à nouveau, me ramenant au présent. La berline s'est arrêtée devant mon immeuble d'appartement. Ce n'était pas un modeste studio. C'était un pantouse de luxe acheté entièrement avec mon propre capital liquide. Je suis sorti de la voiture, remerciant le chauffeur. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à mon étage. Les portes se sont ouvertes sur un espace minimaliste élégant surplombant la ligne d'horizon de la ville. Je suis entré dans mon bureau à domicile et me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable crypté, ignorant les alertes continues des tentatives de connexion échouées de Thomas. Mes parents et ma sœur étaient actuellement piégés dans une maison qu'ils ne possédaient plus, terrifiés par l'avis d'expulsion et cherchant frénétiquement une défense légale qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais l'expulsion n'était que le coup d'envoi. Demain matin, la vraie guerre commencerait. Thomas essaierait d'armer le système légal contre moi. Il engagerait un chien d'attaque pour m'intimider afin que je rende la propriété. Il enverrait des lettres de cessez et desiste menaçant de m'exposer. Il pensait toujours qu'il avait affaire à la fille sur le sol de la cuisine. Il ne savait pas qu'il était sur le point de déclarer la guerre à une directrice des actifs spéciaux de 25 ans, une femme qui se spécialisait dans la liquidation du type exact de dettes toxiques qu'il avait accumulées pendant une décennie. Il marchait dans un piège qu'il avait construit de ses propres mains, et je tenais le détonateur. Le soleil du matin se lève sur Camelback Mountain, projetant de longues ombres tranchantes sur le sol de mon bureau d'angle. Mon espace de travail est au dernier étage d'un gratte-ciel en verre au cœur du district financier de Scottsdale. Il n'y a pas de serpillière ici. Il n'y a pas de chariots utilitaires. Il n'y a qu'une vue panoramique de la vallée du désert et un bureau en acajou sans encombrement. J'ai 25 ans. Je détiens le titre de directrice des actifs spéciaux pour l'une des entreprises de gestion de patrimoine les plus impitoyables de l'État. Ma division gère l'immobilier en difficulté et les dettes d'entreprises toxiques. Quand des hommes d'affaires surendettés manquent à leurs obligations, les banques vendent leur portefeuille en faillite à mon entreprise pour quelques centimes par dollar. Je suis l'architecte qui liquide les restes. Je restructure la dette, saisis les garanties et mets aux enchères les pièces. Cela nécessite un détachement clinique que la plupart des gens ne peuvent pas supporter. J'ai appris ce détachement sur un sol de cuisine il y a 7 ans. Vous pourriez vous demander comment une mère et un père pouvaient rester ignorants de leur plus jeune enfant occupant une suite exécutive à seulement 10 miles de leur porte d'entrée. L'aveuglement n'était pas accidentel. C'était une méconception structurelle cimentée un mardi après-midi il y a 2 ans. Barbara venait de terminer une séance de shopping lucrative au Scottsdale Fashion Square, probablement financée par une carte de crédit à taux d'intérêt élevé qu'elle n'avait aucune intention de rembourser. Elle a décidé de retrouver une amie pour le déjeuner dans le bistrot haut de gamme situé au rez-de-chaussée de mon immeuble de bureau. À ce moment précis, je traversais le grand hall. L'un des membres du personnel des installations âgées avait laissé tomber une lourde boîte en carton de fourniture de nettoyage près des ascenseurs. Je me suis accroupi, j'ai ramassé les bouteilles de nettoyant pour vitres et les éponges éparpillées, et j'ai tenu la boîte pendant qu'il rechargeait son chariot utilitaire. Ma mère a franchi les portes tournantes en verre et s'est figée. Elle m'a vu tenant les fournitures de nettoyage, ses yeux verrouillés sur les bouteilles de spray. Elle n'a pas remarqué que les chaussures que je portais étaient en cuir italien importé. Elle n'a pas enregistré que mon tailleur bleu marine sur mesure coûtait plus que son paiement hypothécaire mensuel. Elle a vu ce dont elle avait besoin de voir. Elle avait besoin que sa plus jeune fille soit un échec pour valider ses propres choix de vie discutables. Barbara a traversé le hall d'un pas décidé. Sa voix, un instrument strident accordé par des années de ragots de country club, a résonné contre les murs en marbre.
Elle a demandé si je frottais encore les toilettes pour joindre les deux bouts. Elle a ri d'un son aigu et sans amusement, et m'a dit de m'assurer d'essuyer les panneaux d'ascenseur en laiton avant de prendre ma pause déjeuner. Elle a exécuté cette moquerie devant 2 agents de sécurité et 3 réceptionnistes. Les membres du personnel fixaient ma mère avec une horreur muette. Ils savaient exactement qui j'étais. Ils savaient que j'avais l'autorité de licencier quiconque dans l'immeuble. Ils attendaient que je convoque la sécurité et que cette femme erratique soit escortée sur le trottoir. Je n'ai rien fait de tel. J'ai regardé Barbara. J'ai regardé la boîte de fourniture dans mes mains. Le silence est une arme, et j'ai choisi de la manier. J'ai hoché poliment la tête, lui ai souhaité un agréable déjeuner et suis entré dans l'ascenseur exécutif privé. Je l'ai laissé partir en se sentant supérieur. J'ai permis à ma famille d'armes son propre arrogance contre elle-même. S'ils croyaient que j'étais une nettoyeuse démunie, ils ne chercheraient jamais mon nom sur les actes d'impôt foncier. Ils ne soupçonneraient jamais le piège se refermant autour d'eux. Maintenant, assise dans le calme frais de mon bureau, j'ouvre le dossier financier épais reposant sur mon bureau. La page de couverture indique Desert Rose Holdings, Limited Liability Company. C'est l'entité que Thomas a créée pour cacher sa demeure. Les pages à l'intérieur représentent un bain de sang de négligence financière. Mon père supposait qu'en plaçant mon nom sur l'accord d'exploitation, il sécurisait simplement un bouclier jetable. Il ignorait la réalité légale du droit immobilier de l'Arizona. Le membre gérant est légalement tenu d'agir dans le meilleur intérêt de l'entité. Thomas avait cessé de payer les impôts fonciers du comté de Maricopa il y a 48 mois. Il a vidé les réserves de liquidités pour maintenir son entreprise de logistique en faillite à flot, laissant le domaine de Scottsdale exposé au gouvernement. En Arizona, lorsque les impôts fonciers ne sont pas payés, le comté place un privilège sur la maison. Ils mettent cette dette aux enchères auprès d'investisseurs privés. Si la dette reste non rachetée pendant 3 ans, l'investisseur peut légalement saisir et prendre l'acte. Thomas était exactement à 3 semaines de perdre la maison au profit d'un investisseur tiers aléatoire. Il était inconscient de sa propre ruine imminente. Je n'ai pas expulsé mes parents sur un coup de tête. J'ai exécuté une prise de contrôle d'entreprise impeccable. Il y a 7 mois, j'ai utilisé une société écran filiale gérée par mon département pour acheter discrètement les certificats d'impôt du comté sur le domaine de Scottsdale. J'ai payé les dettes sur lesquelles Thomas avait fait défaut. J'ai acheté le terrain sous ses pieds. En payant les privilèges, j'ai légalement saisi sa fiducie cachée, transférant l'acte non grevé directement sous mon contrôle. J'ai isolé la propriété de sa faillite imminente et l'ai enfermé dehors en utilisant la structure légale même qu'il avait construite pour me piéger. Il m'a donné une serpillière pour mon anniversaire, supposant que j'étais le personnel. Il n'avait aucune idée que j'étais la seule raison pour laquelle un toit pendait encore au-dessus de sa tête. Hier, la charité s'est officiellement tarie. L'avis d'expulsion n'était qu'une courtoisie, une déclaration formelle que la fille invisible possédait désormais le conseil d'administration. L'interphone sur mon bureau bourdonne, brisant le silence du matin. C'est mon assistante exécutive, David. Il demande la permission d'entrer. La lourde porte en verre s'ouvre. David entre en portant une enveloppe rigide et surdimensionnée. Il la place précisément au centre de mon bureau. Un coursier vient de déposer cela à la réception, dit David. Il a exigé une signature d'un dirigeant d'entreprise. J'ai congédié David d'un signe de tête. Je prends l'enveloppe. Le papier est un bon lourd, coûteux, et conçu pour intimider. Dans le coin supérieur gauche, embossé dans un papier d'aluminium argenté brillant, se trouve le logo d'un cabinet d'avocats local notoire. Le nom Bradley Sterling est imprimé dans une police audacieuse et agressive. Sterling est célèbre dans toute la région métropolitaine de Phoenix. Son visage est placardé sur des panneaux publicitaires le long de l'autoroute. C'est un avocat flashy et combatif qui se spécialise dans les tactiques d'intimidation, les diffamations publiques et le prolongement des litiges jusqu'à ce que la partie adverse manque d'argent. Il est exactement le type de prédateur que Thomas engagerait dans un moment de panique. Je brise le sceau et fais glisser les documents sur la surface en acajou. C'est une lettre formelle de CC et de Zist accompagnée d'un avis d'intention de poursuite. Le texte est dense en jargon légal, m'accusant de maltraitance des personnes âgées, d'espionnage d'entreprise et de fraude criminelle. Le paragraphe final contient un ultimatum. Sterling exige que je signe immédiatement l'acte du domaine de Scottsdale pour le remettre à Thomas ou il traînera mon nom dans la presse locale et me fera arrêter d'ici la fin de la semaine.
Il me donne 24 heures pour me conformer. Thomas a tenu sa menace. Il a escaladé la dispute domestique en une attaque légale à grande échelle. Il s'attend à ce que je lise ses exigences, panique et rende la propriété pour éviter un scandale public. Il s'attend à ce que la femme de ménage terrifiée s'effondre sous le poids d'un avocat haut de gamme. Je glisse mon doigt le long du bord lisse de la lettre menaçante. Je ne ressens pas de peur. Je ressens de l'anticipation. Thomas vient d'amener un avocat de panneau publicitaire à une guerre financière et il est sur le point de découvrir ce qui se passe quand on menace la personne qui détient tout et reçu. Le papier bon lourd de la lettre de cessez et desiste de Bradley Sterling semble rigide et intransigeant dans mes mains. Il est conçu pour induire la panique. Les paragraphes sont denses en jargon légal agressif, m'accusant de manipuler un couple âgé vulnérable, d'exécuter un transfert frauduleux de propriété et de m'engager dans de l'espionnage d'entreprise. La demande finale est claire. Je dois signer un acte de renonciation rapide retournant le domaine de Scottsdale à Thomas dans les 24 heures où Sterling initiera un litige civil, contactera la presse locale et portera des accusations criminelles pour maltraitance des personnes âgées. C'est un jeu d'intimidation classique. Thomas a engagé un homme dont le visage est placardé sur des panneaux publicitaires de 50 pieds le long de l'Interstate 10, un homme dont toute la marque est construite sur l'intimidation des adversaires pour les soumettre avant même d'atteindre une salle d'audience. Sterling suppose qu'il a affaire à une femme de ménage terrifiée et naïve de 25 ans qui est tombée par hasard sur une faille légale. Il suppose que je vais m'effondrer. Je place la lettre doucement sur mon bureau en acajou et lisse le pli. Je ne ressens pas le nauséeux serrement d'anxiété familier qui me paralysait autrefois quand Thomas haussait la voix. Je ressens la précision froide et tranchante d'un chirurgien se préparant à opérer. Je fais pivoter mon fauteuil en cuir vers mes doubles moniteurs et entre la séquence de décryptage pour mon serveur privé. Thomas pense que ce conflit concerne une maison. Il pense que l'avis d'expulsion était une tactique de vengeance mesquine pour un cadeau d'anniversaire humiliant. Il est entièrement aveugle à l'échelle catastrophique de sa propre exposition. Il ne sait pas ce que j'ai trouvé quand j'ai ouvert les livres de Desert Rose Holdings. Il y a 3 ans, quand ma carrière a commencé à accélérer, j'ai décidé qu'il était temps d'évaluer discrètement l'étendue des dommages que mon père avait causés en attachant mon nom à sa société écran. J'ai accédé au registre financier de la SARL en utilisant mon autorité légale en tant que membre gérante. Ce que j'ai découvert allait bien au-delà de cacher un actif personnel aux créanciers d'entreprise. Thomas n'avait pas seulement construit un bouclier. Il avait construit une bombe. Et il l'avait attachée directement à mon numéro de sécurité sociale. Je fais apparaître l'audit médico-légal que j'ai complété l'année dernière. Les feuilles de calcul illuminent un niveau stupéfiant de criminalité financière. Thomas n'avait pas simplement transféré l'acte. Au cours de 4 ans, il avait systématiquement acheminé 2 millions de dollars de dettes d'entreprise frauduleuses de son entreprise de logistique en faillite directement via la SARL. Il avait catégorisé des dépenses personnelles, des vacances de luxe et des frais de consultation fantômes comme des pertes d'entreprise, protégeant le revenu du gouvernement fédéral. Sa stratégie était aussi simple que malveillante. Il savait qu'un audit était inévitable. Quand l'Internal Revenu Service finirait par enquêter sur les énormes écarts, il suivrait la piste papier directement jusqu'à Desert Rose Holdings. Il trouverait un schéma d'évasion fiscale de 2 millions de dollars. Et la seule membre gérante, la personne légalement responsable des actions de l'entité, la personne qui ferait face aux pénalités fédérales écrasantes et au temps de prison potentiel serait moi. Il avait l'intention de me laisser brûler pour pouvoir garder son adhésion au club de golf. Il avait l'intention de laisser la fille qu'il méprisait prendre la chute pour son empire criminel. Quand j'ai découvert la falsification et la profondeur de la fraude, je ne l'ai pas confronté. La confrontation donne à l'ennemi le temps de détruire les preuves. Au lieu de cela, j'ai exécuté un démantèlement silencieux et systématique de son piège. D'abord, j'ai traité la menace immédiate pour l'actif physique. Thomas avait cessé de payer les impôts fonciers du comté de Maricopa, laissant le domaine vulnérable à la saisie. En utilisant mon propre capital liquide accumulé grâce à des investissements agressifs et un salaire exécutif, j'ai autorisé une filiale de mon entreprise de gestion de patrimoine à acheter les certificats d'impôt. J'ai payé les privilèges, dégageant la propriété et transférant légalement l'acte loin de sa fiducie cachée et dans une structure que je contrôlais entièrement. Je n'ai pas volé la maison. Je l'ai sauvée du bloc d'enchères du comté et l'ai enfermée dehors en utilisant l'accord d'exploitation irrévocable même qu'il avait falsifié pour me piéger. Mais sécuriser la propriété n'était que de la défense.
J'avais besoin d'une manœuvre offensive pour neutraliser la menace fédérale qu'il avait attachée à mon identité. J'ouvre un dossier séparé hautement crypté sur mon bureau. Le document à l'intérieur n'est pas une feuille de calcul. C'est un accusé de réception formelle de la division d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service. Il y a 11 mois, j'ai compilé chaque pièce de preuve de mon audit médico-légal. J'ai rassemblé les documents de signature falsifiés, les numéros de routage pour les frais de consultation fantômes et les registres des 2 millions de dollars de revenus abrités. J'ai soumis un rapport de dénonciateur complet au gouvernement fédéral détaillant le schéma d'évasion fiscale de mon père. Parce que j'ai fourni l'intelligence critique et établi que ma signature avait été falsifiée pour faciliter le crime, j'ai obtenu une immunité fédérale complète pour moi-même. Thomas est assis dans une maison qu'il ne possède plus, croyant qu'il détient un levier parce qu'il a engagé un avocat local flashy. Il pense qu'il apporte un couteau à une dispute domestique. Il ne réalise pas que j'ai déjà appelé une frappe aérienne fédérale sur son existence entière. Je sélectionne la commande d'impression. La lourde imprimante laser dans le coin de mon bureau s'anime, crachant les pages de l'audit médico-légal, les certificats de privilège fiscal payés et la confirmation du dénonciateur de l'IRS. Je rassemble les pages chaudes, alignant parfaitement leurs bords. Je glisse les documents dans un dossier en papier craft élégant et non marqué. Je prends mon téléphone de bureau et compose le poste de l'avocat principal de mon entreprise, un homme qui plaide les restructurations d'entreprises internationales et mange les avocats de panneaux publicitaires au petit déjeuner. Il répond à la première sonnerie. Je ne demande pas sa représentation. Je lui demande d'examiner un seul paragraphe de l'email que je suis sur le point d'envoyer à Bradley Sterling. L'email n'argumente pas les mérites de la lettre de cessez et desist. Il ne plaide pas pour un règlement. Il énonce simplement que l'acte de renonciation rapide demandé ne sera pas signé car la propriété a été légalement acquise par la satisfaction des privilèges fiscaux du comté en défaut. J'attache le contenu du dossier en papier craft sous forme de fichier PDF. L'email se termine en suggérant que M. Sterling examine attentivement la documentation jointe avant de procéder car son client actuel fait l'objet d'une enquête criminelle fédérale active pour fraude fiscale. J'appuie sur envoyer. Le paquet numérique disparaît dans l'éther, destiné à la boîte de réception de Sterling. Je me penche en arrière dans mon fauteuil et regarde la vallée baignée de soleil. La menace légale que Thomas supposait m'écraser a été neutralisée avant midi. Sterling est un prédateur, mais il est pragmatique. Il construit sa marque sur des victoires faciles et l'intimidation des faibles. Au moment où il ouvre ses pièces jointes et réalise qu'il a été entraîné dans une affaire d'évasion fiscale fédérale de 2 millions de dollars par un client qui a falsifié des documents, toute sa stratégie va s'effondrer. Mais je connais le playbook de la famille Williams. Thomas ne se rendra pas simplement parce que son avenue légale est bloquée. Quand la logique et l'intimidation échouent, il recourt à la seule monnaie qu'ils valorisent vraiment. Ils tenteront de contrôler le récit. Ils utiliseront leur capital social pour détruire ma réputation, supposant que la honte publique me forcera à me conformer. Je peux presque entendre les appels téléphoniques frénétiques depuis le domaine de Scottsdale. Ils préparent une campagne de diffamation. Ignorant que je construis déjà la cage, ils s'enfermeront à l'intérieur. Le silence des cabinets d'avocats de Bradley Sterling était prévisible. Des heures ont passé sans réponse à mon email. Il n'y avait pas d'autre demande pour un acte de renonciation rapide. Il n'y avait pas d'injonction d'urgence déposée auprès du greffier du comté de Maricopa. L'avocat de panneaux publicitaires avait ouvert mes pièces jointes, reconnu la réalité létale d'une enquête fédérale pour évasion fiscale et choisi sagement l'autopréservation plutôt que ses honoraires de rétention. Thomas était maintenant échoué sur un champ de bataille légal sans bouclier. Mais je connaissais le playbook de la famille Williams. Je savais que quand la logique échouait et que l'intimidation se retournait contre eux, ils recouraient à la seule monnaie qu'ils valorisaient vraiment. Ils pivoteraient vers le tribunal de l'opinion publique. S'ils ne pouvaient pas me vaincre sur le papier, ils tenteraient de me détruire dans la sphère sociale, supposant que la condamnation universelle me forcerait à une reddition paniquée. Ils ont lâché Chloé. Ma sœur aînée ne possédait aucune compétence tangible. Elle n'avait aucun diplôme et ne gérait aucun portefeuille. Son occupation principale était la culture d'une persona numérique. Pendant des années, elle avait méticuleusement entretenu une vie en ligne de loisirs aisés, diffusant ses achats de designer, ses vacances en station balnéaire et ses déjeuners au country club à des milliers de followers locaux. Elle maniait son compte Instagram comme une massue, l'utilisant pour maintenir son statut au sein de la chambre d'écho riche et insulaire de la société de Scottsdale.
Maintenant, elle a armé cette plateforme contre moi. Assise dans le calme frais de mon bureau d'angle, j'ai regardé le badge de notification sur mon compte de médias sociaux privés s'illuminer. J'ai cliqué sur le lien. La vidéo a rempli mon moniteur. Chloé avait mis en scène la production avec la précision d'une réalisatrice chevronnée. Elle était assise sur le bord du canapé en velours dans le salon de Scottsdale, l'endroit exact où notre mère avait feint sa crise de panique la nuit précédente. L'éclairage était délibérément dur, projetant des ombres pâles sur son visage pour souligner sa détresse. Son maquillage était artistiquement taché, donnant l'illusion qu'elle avait pleuré pendant des heures. Elle fixait l'objectif de la caméra, a pris une respiration tremblante et a commencé sa performance. Elle a raconté à ses followers une histoire de trahison tragique. Elle a peint un tableau d'une famille harmonieuse soudain assiégée par un parent voyou et instable. Sa voix s'est brisée aux intervalles précis. Elle m'a désigné non par mon titre corporatif, mais par l'étiquette dénigrante qu'il m'avait assignée des années plus tôt. Elle m'a appelé sa sœur femme de ménage mentalement instable. Elle a affirmé que j'avais exploité une faille légale obscure, une erreur administrative, pour voler la maison familiale. Les mensonges ont escaladé avec chaque phrase. Elle a décrit nos parents, Thomas et Barbara, comme âgés et malades, les présentant comme des victimes fragiles de ma cupidité sans bornes. La dissonance cognitive était frappante. Thomas jouait 18 trous de golf 3 fois par semaine, et Barbara passait ses après-midi à des cours de pilates à haute intensité. Pourtant, dans la diffusion larmoyante de Chloé, ils étaient des seniors impuissants jetés sur les rues impitoyables de Phoenix par une fille sociopathe. Elle a supplié ses followers pour des prières. Elle a demandé du soutien communautaire pendant ce chapitre sombre et inimaginable. Elle a terminé la diffusion en pressant son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de chagrin fabriqué. C'était un chef-d'œuvre de projection narcissique. C'était aussi très efficace. En 2 heures, la vidéo est devenue virale dans leurs cercles sociaux aisés. L'élite de Scottsdale prospérait sur le scandale, à condition qu'il arrive à quelqu'un d'autre. Le récit d'une femme de ménage dérangée et rancunière expulsant sa propre famille bienveillante était trop alléchant pour être ignoré. L'indignation numérique s'est propagée comme un feu de brousse à travers les chats de groupes de country club, les pages Facebook privées et les forums communautaires locaux. Mon téléphone portable personnel reposant sur le bureau en acajou a commencé à vibrer. Le bourdonnement initial s'est transformé en un tremblement physique continu et incessant alors que les messages textes affluaient. J'ai déverrouillé l'écran et lu la vitriole entrant. La liste des expéditeurs était un catalogue de mon passé. Il y avait des messages de membres de la famille élargie qui ne m'avaient pas parlé depuis 5 ans. Il y avait des textos d'anciens camarades de lycée qui copiaient mes devoirs de calcul. Il y avait des paragraphes de condamnation des partenaires de tennis de Barbara et des associés d'affaires de Thomas. Tante Clara, une femme qui avait emprunté $5 000 à Thomas et ne l'avait jamais remboursé, a envoyé un message m'appelant un monstre. Une fille que j'avais connue au collège m'a qualifiée de chercheuse d'or sociopathe. Un ami de la famille a suggéré que je cherche une évaluation psychiatrique immédiate. Les mots ont défilé sur mon écran en succession rapide. Ingrate, voleuse, parasite. Le récit m'isolait par conception. L'objectif d'une campagne de diffamation est de créer un environnement si hostile et suffocant que la cible s'effondre sous la pression psychologique. La plupart des gens confrontés à la haine soudaine et écrasante de toute leur communauté paniqueraient. Ils rédigeraient des réfutations émotionnelles frénétiques. Ils publieraient leurs propres vidéos en pleurant et suppliant d'être crus. Ils supprimeraient leur compte et se cacheraient. Je n'ai fait aucune de ces choses. Je ne me suis pas effondré. Fidèle au protocole que j'avais établi sur le sol de la cuisine il y a 7 ans, je suis resté entièrement détaché. Je n'ai bloqué aucun numéro de téléphone. Bloquer signale une retraite. Cela dit à l'agresseur que son arme a réussi à faire couler le sang. Je n'ai répondu à aucun des messages textes. Répondre à une accusation de mauvaise foi valide la prémisse de l'attaque. Je n'ai pas rédigé de défense publique. La vérité n'a pas besoin d'un mégaphone. Au lieu de cela, je suis resté parfaitement immobile, mon visage baigné dans la lumière bleue fraîche de mes doubles moniteurs. J'ai tendu la main vers ma souris d'ordinateur. J'ai créé un nouveau répertoire sur mon serveur privé crypté. J'ai intitulé le dossier dommage pour diffamation. J'ai ouvert le logiciel de capture sur mon bureau. Avec une précision méthodique et rythmée, j'ai commencé à prendre des captures d'écran haute résolution. J'ai capturé la vidéo de Chloé,
m'assurant que le timestamp, le nombre de vues et son nom d'utilisateur spécifique étaient clairement visibles. J'ai transcrit ces mots exacts, en mettant en évidence les phrases mentalement instables et femmes de ménage. Dans l'État de l'Arizona, la loi sur la diffamation est claire. La diffamation perce se produit lorsqu'un individu publie une déclaration fausse qui attaque la capacité professionnelle d'une personne ou l'accuse faussement d'un crime. En marquant publiquement une directrice des actifs spéciaux comme une voleuse instable et une femme de ménage dérangée, Chloé ne vantait pas simplement sa frustration. Elle exécutait un délit classique. Elle attaquait ma crédibilité fiduciaire dans un forum public. Les dommages économiques pour une telle infraction dans le secteur de la gestion de patrimoine étaient astronomiques. J'ai tourné mon attention vers mon téléphone vibrant. J'ai mis en miroir l'appareil sur l'écran de mon ordinateur. J'ai fait défiler les centaines de messages textes haineux. J'ai capturé chacun d'eux. J'ai archivé les numéros de téléphone, les noms et les menaces spécifiques. J'ai trié les captures d'écran par ordre alphabétique. Je construisais une cage hermétique. Chloé croyait qu'elle détruisait ma réputation, mais elle me remettait en réalité un registre de responsabilités financières actionnables. Elle fournissait joyeusement toutes les barres de fer et je les soudais simplement en place. J'ai regardé son nombre de followers grimper. J'ai regardé la section des commentaires débordée d'indignation sympathique. Elle était ivre de validation, se baignant dans la lueur de la pitié collective. Elle pensait qu'elle gagnait la guerre parce qu'elle gagnait l'après-midi. Mais je comprenais le défaut fatal de sa stratégie. Chloé défendait un empire qui n'existait plus. Elle se battait pour protéger une fortune que Thomas avait déjà gaspillée. Sa loyauté envers nos parents était entièrement transactionnelle, basée sur l'hypothèse qu'il continuerait à financer son mode de vie. Bientôt l'adrénaline de la vidéo virale s'estomperait. Bientôt elle devrait payer le bail de son véhicule de luxe. Elle demanderait à Thomas son allocation mensuelle. Et Thomas, se noyant dans des enquêtes fiscales fédérales et des comptes bancaires vidés, devrait dire la vérité à son enfant chéri. La performance publique était impeccable, mais la réalité privée était sur le point de se fracturer. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, sauvegardant la dernière capture d'écran sur le serveur, sachant exactement ce que ma sœur ferait au moment où l'argent manquerait. L'adrénaline numérique de la diffusion virale s'est évaporée plus vite que la rosée matinale sur un terrain de golf du désert. Chloé s'est baignée dans les commentaires sympathiques et l'indignation partagée de ses followers pendant exactement 48 heures. Puis le premier jour du nouveau mois est arrivé, apportant avec lui un contrôle de réalité dur et implacable. Le paiement automatique du bail de son SUV de luxe a été débité. Il a rebondi. Agacée, supposant une simple erreur bancaire, elle a conduit son véhicule importé dans une boutique haut de gamme de Scottsdale pour acheter une robe de designer pour un déjeuner caritatif à venir. Elle a tendu à la caissière la carte de crédit en titane liée directement à Thomas et Barbara. La machine a émis un bip négatif aigu. Refusé. Elle a offert une seconde carte. Refusé. La caissière, une femme que Chloé avait maltraitée à de nombreuses occasions, a offert un sourire serré et compatissant et lui a suggéré de contacter son institution financière. Chloé s'est retirée dans l'intérieur en cuir de sa voiture, ses doigts manucurés tremblant alors qu'elle composait le numéro de notre père. Quand Thomas a répondu, sa voix manquait de son boom commandant habituel. Elle était fine, effilochée sur les bords. Il a avoué que les comptes étaient gelés. Il a admis que les réserves de liquidités étaient parties, vidées par des créanciers agressifs et des honoraires légaux croissants qui n'avaient donné aucun résultat. Il lui a dit qu'il devait serrer la ceinture pendant qu'il réglait un malentendu avec l'Internal Revenue Service. Dans cet appel téléphonique bref et frénétique, l'illusion dorée de la famille Williams s'est brisée en poussière. Pour ma sœur aînée, la loyauté n'était jamais un lien forgé dans l'amour ou l'histoire partagée. C'était un service d'abonnement premium. Une fois que le paiement récurrent s'est arrêté, elle a résilié le contrat. Elle possédait les mécanismes de survie instinctive d'un parasite. Au moment où elle a réalisé que l'organisme hôte mourait, elle s'est détachée et a immédiatement cherché une nouvelle source de sang. Il n'y avait pas de fiducie secrète qui l'attendait. Il n'y avait pas de grand héritage. Ses parents étaient effectivement indigents, se noyant dans des dettes cachées et entraînant son statut social impeccable avec eux. Il m'a informé qu'une femme agitée prétendant être ma sœur exigeait l'entrée au bureau de sécurité du rez-de-chaussée. Elle n'avait pas de rendez-vous et se disputait actuellement avec le personnel du hall. J'ai vérifié ma montre. Le timing était impeccable.
Fais-la monter, ai-je instruit. Je n'ai pas dégagé mon bureau. Je n'ai pas caché les audits médico-légaux ni les actes de propriété. J'ai simplement tapoté l'écran de mon smartphone, ouvrant une application de dictaphone discrète. J'ai appuyé sur enregistrer, glissant l'appareil sous le bord d'une pile de dossiers en papier craft, laissant le microphone non obstrué. La lourde porte en verre de ma suite s'est ouverte. Chloé a posé le pied sur l'épaisse moquette. L'environnement était un départ frappant des country clubs et des patios de stations balnéaires qu'elle fréquentait. Mon bureau d'angle était un espace intimidant conçu pour projeter l'autorité et la précision clinique. Les murs étaient tapissés d'art abstrait et de diplômes financiers encadrés. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue dominante sur la ligne de crête de Camelback Mountain. Chloé s'est arrêtée juste à l'intérieur de la porte. Ses yeux ont balayé la pièce, prenant en compte le bureau en acajou importé, les sièges en cuir élégant et l'aura indéniable de richesse institutionnelle. Le récit qu'elle avait diffusé en ligne, l'histoire d'une femme de ménage dérangée et démunie, s'est dissous au moment où elle a franchi mon seuil. Elle se tenait dans le sanctuaire d'une exécutive légitime. Je ne me suis pas levé pour l'accueillir. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. Elle s'est avancée, sa posture dépourvue de son arrogance habituelle. Les larmes fabriquées de sa vidéo virale étaient absentes. Son visage était tendu, son expression calculatrice. Elle s'est assise, croisant les jambes, lissant le tissu de sa jupe. L'acte de sœur en deuil a disparu, remplacé par un intérêt personnel brut et nu. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur le bord de la surface en acajou. Sa voix est tombée dans un murmure conspirateur étouffé. Ils nous ont menti à tous les deux, a-t-elle dit. J'ai maintenu un regard neutre, n'offrant rien d'autre que le silence. Le silence force l'autre personne à combler le vide, et les gens désespérés comblent toujours le vide avec leur propre incrimination. Thomas est ruiné, a-t-elle continué, les mots sortant en un torrent précipité. Les comptes sont verrouillés. Il m'a dit qu'il gérait l'expulsion, mais il n'a pas d'avocat. Le gars qu'il a engagé, Sterling, l'a laissé tomber. Je l'ai entendu crier au téléphone ce matin. Ils n'ont plus rien. J'ai tapoté mon stylo argenté coûteux contre un bloc-notes juridique. Ton point, Chloé. Elle a avalé difficilement, se penchant plus près. Le désespoir dans ses yeux était tranchant et authentique. Je sais ce qu'il a fait. Je sais qu'il a falsifié ta signature pour cacher la maison à ses créanciers d'entreprise. Il s'en est vanté à maman il y a des années après quelques verres. Il pensait que c'était un coup brillant. Il t'a piégé. J'ai gardé mon visage parfaitement immobile. L'application de dictaphone capturait silencieusement chaque syllabe résonnant dans la pièce acoustiquement réglée. Je peux t'aider, a-t-elle offert, son ton passant à une négociation louche. Tu veux l'enterrer au tribunal. Tu veux t'assurer que le juge les jette dehors dans la rue. Ce sera ta parole contre la sienne à moins que tu aies un témoin. Je serai ton témoin. Elle a fait une pause, attendant que je me penche, attendant que je morde à l'hameçon. J'ai simplement cligné des yeux. Si tu me donnes 20% de l'equity quand tu vendras la propriété de Scottsdale, a-t-elle proposé, sa voix tremblant de cupidité, je m'assierai à la barre et témoignerai contre eux. Je jurerai sous serment que je l'ai vu falsifier l'accord d'exploitation. Je dirai tout au juge. 20% est une affaire pour une victoire garantie. C'était une démonstration stupéfiante d'extorsion traîtresse. Elle était prête à se parjurer si nécessaire, prête à vendre ses propres parents en prison fédérale pour une fraction de la valeur immobilière. Elle avait passé toute sa vie à marcher sur mon cou pour s'élever elle-même. Et maintenant elle offrait de trancher la tête de son père pour un chèque de paix. J'ai regardé la femme assise en face de moi. J'ai ressenti une absence profonde et glaciale d'émotion. Il n'y avait pas d'affection fraternelle résiduelle à pleurer. Il n'y avait qu'une cible me remettant joyeusement les munitions nécessaires pour la détruire. J'ai posé le stylo argenté sur le bureau. Le clic métallique était tranchant. Je prendrai ton offre en considération, Chloé, ai-je dit froidement. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à une négociation, une contre-offre, ou au moins un éclat de joie vindicative. Tu as besoin de moi, a-t-elle insisté, sa voix montant légèrement. Tu ne peux pas gagner un cas de fraude sans corroboration. Je me suis levé de mon fauteuil en cuir, signalant la fin de la réunion. Je n'ai pas besoin de ta corroboration. La piste papier est suffisante. Cependant,
ton point de vue est noté. David t'escortera jusqu'à l'ascenseur. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais la porte en verre s'est ouverte derrière elle. Mon assistante se tenait prête. Chloé a réalisé qu'elle avait joué sa seule carte et n'avait rien reçu en retour. Elle s'est levée, le visage rouge d'un mélange d'humiliation et de panique persistante. Elle s'est tournée et est sortie, ses talons de designer s'enfonçant dans la moquette. La porte s'est refermée avec un clic. J'ai tendu la main sous la pile de dossiers en papier craft et récupéré mon smartphone. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt de l'application de dictaphone. J'ai sauvegardé le fichier audio sur mon serveur crypté, l'étiquetant pièce D. Je venais de sécuriser l'arme ultime. Quand la confrontation finale arriverait, je ne présenterais pas seulement des documents financiers. Je présenterais le son de leur enfant chéri les vendant. Mais Thomas et Barbara étaient ignorants de la trahison qui venait de se produire dans mon bureau. Ivres de leur propre hubris, alimentés par le hype faiblissant de la campagne de diffamation virale, ils planifiaient actuellement une frappe directe et humiliante de leur crue. Ils croyaient qu'ils pouvaient marcher dans mon lieu de travail et exposer publiquement la femme de ménage frauduleuse. Ils assemblaient leurs forces, se préparant à tendre une embuscade à une concierge, entièrement inconscient qu'ils marchaient droit dans la salle du conseil d'administration exécutive. Thomas avait épuisé ses options viables, bien que son ego refuse d'admettre le déficit. Quand un prédateur perd ses dents, il compte sur le volume. Il s'est convaincu que mon email à son avocat était un bluff, une fabrication désespérée rédigée par une femme de ménage paniquée essayant de retarder une reddition inévitable. Il croyait que s'il appliquait suffisamment de pression publique directe, l'illusion fragile de ma résistance se briserait. Il a décidé d'exécuter une stratégie qu'il avait utilisée pendant des décennies dans l'industrie du fret logistique. Chaque fois qu'un fournisseur le contestait ou qu'un employé déposait une plainte, Thomas n'envoyait pas de correspondance polie. Il arrivait en personne. Il faisait une scène. Il opérait sous l'hypothèse que quiconque parlait le plus fort gagnait automatiquement l'argument. Il croyait que le volume égalait la victoire et il avait l'intention d'amener ses armes les plus bruyantes directement à mon lieu de travail. Il était 10 heures un jeudi matin. Le hall de mon entreprise de gestion de patrimoine était une cathédrale du commerce moderne. L'architecture présentait des sols en granit poli, des panneaux de plafond d'absorption acoustique et du personnel de sécurité en costume sur mesure anthracite. C'était un environnement stérile et calme conçu pour projeter une stabilité institutionnelle. Thomas a traversé les portes tournantes en verre comme un général conquérant entrant sur un territoire vaincu. Barbara le suivait légèrement derrière, portant des lunettes de soleil de designer surdimensionnées pour masquer les cernes sous ses yeux. Chloé les flanquait, restant suspectement silencieuse. Bradley Sterling fermait la marche, serrant sa mallette en cuir coûteuse, impatient de facturer une autre heure pour l'intimidation. Chloé avait déjà vu mon bureau d'angle la veille. Elle savait exactement ce qui attendait nos parents aux étages supérieurs de cette tour de verre. Pourtant, fidèle à sa nature parasitaire, elle n'a rien dit. Elle marchait au pas avec le régime condamné, impatiente d'obtenir un siège au premier rang pour l'exécution afin de pouvoir calculer sa prochaine manœuvre de survie. Elle regardait son père se pavaner vers le bureau de réception, sachant qu'il marchait dans une embuscade. Thomas s'est approché du bureau principal. La femme stationnée là, Elena, était une réceptionniste senior formée pour gérer des gestionnaires de fonds spéculatifs volatiles et des milliardaires exigeants. Elle n'était pas facilement impressionnée. Thomas a tenté de contourner les convenances professionnelles. Il a frappé le comptoir en marbre avec le côté de son poing. Le son était tranchant, mais finalement insignifiant dans l'espace voûté caverneux. J'ai besoin de parler au responsable des installations ou à quiconque gère votre personnel d'entretien, a exigé Thomas. Sa voix a résonné, attirant le regard fugace de plusieurs analystes juniors passant par là. J'ai une plainte criminelle concernant l'une de vos nettoyeuses, Aurelia Williams. Elle est une voleuse et une fraude, et je suis ici avec mon conseil juridique pour m'assurer qu'elle soit licenciée immédiatement. Elena n'a pas bronché. Elle n'a pas tendu la main vers le bouton de panique de sécurité sous son bureau. Son expression est restée parfaitement neutre, un masque d'indifférence professionnelle. Elle a tapé une séquence rapide de touches, lisant l'alerte que j'avais placée dans le système de sécurité 30 minutes plus tôt, anticipant leur arrivée frénétique. Monsieur Williams, a dit Elena, son ton fluide et imperturbable. La directrice des actifs spéciaux vous attend. Veuillez vous diriger vers la banque d'ascenseur B, dernier étage. Thomas a souri. Il s'est tourné vers Barbara,
un éclat triomphant et vindiqué dans les yeux. Il supposait que la directrice des actifs spéciaux était l'exécutif senior chargé de licencier les employés criminels voyous. Il croyait que l'entreprise avait reconnu la gravité de sa plainte et escaladait ses exigences au plus haut niveau possible. Il a ajusté son col, ressentant la ruée familière d'une fausse autorité. Ils sont entrés dans l'ascenseur. Les portes en acier poli se sont refermées, scellant les quatre à l'intérieur d'une boîte montant droit vers leur ruine. L'indicateur numérique d'étage a grimpé rapidement. 20-30-40 La pression de l'air dans la cabine a changé, faisant craquer leurs oreilles. Sterling a vérifié son reflet dans le panneau miroir, redressant sa cravate en soie, se préparant à délivrer un monologue légal écrasant. Barbara a serré la poignée de son sac à main en cuir beige. Chloé fixait droit devant les numéros illuminés, son pouce sautant visiblement à la base de sa gorge. Le carillon a retenti. Les portes se sont ouvertes. Le dernier étage de l'entreprise n'était pas un labyrinthe chaotique de box ou un centre d'appels animés. C'était un espace silencieux et vaste de murs en verre, de bois riches importés et de vues panoramiques de la vallée aride de l'Arizona. Une assistante administrative les a accueillis au moment où ils sont sortis de l'ascenseur. Elle n'a pas demandé leur nom. Elle s'est simplement tournée et a guidé silencieusement le cortège le long du large couloir moquetté. Le son de leurs pas était étouffé par le revêtement de sol moelleux. Ils ont approché la salle du conseil d'administration principal au bout du couloir. Les murs de la pièce étaient en verre du sol au plafond sans jointure offrant une transparence totale aux exécutifs marchant à l'étage. À l'intérieur reposait une table de conférence en acajou massif de 30 pieds entourée de chaises en cuir à haut dossier. L'assistante a poussé la lourde porte en verre, l'a tenue et s'est écartée. J'étais assise à la tête de la table. La lumière du soleil matinal du désert se déversait à travers les fenêtres panoramiques derrière moi, projetant ma silhouette en une forme autoritaire et tranchante. Je portais un costume sur mesure anthracite taillé pour projeter une précision absolue. Ma posture était rigide, mes épaules carrées. Reposant sur mon poignet gauche se trouvait une montre PC Philippe en platine. Une acquisition subtile qui coûtait plus que toute la flotte de camions que Thomas avait perdue à la saisie des années plus tôt. Mes mains étaient pliées proprement sur un épais dossier en papier craft non marqué reposant sur le bois poli. Thomas a franchi la porte en premier, un discours préparé d'indignation vertueuse près sur la langue. Il a fait 3 pas dans la pièce et s'est arrêté. L'arrêt était si abrupt que Barbara a heurté son épaule. La dissonance cognitive les a frappés comme un coup physique. Le cerveau humain lutte pour réconcilier deux réalités contradictoires. Pendant 25 ans il m'avait vu comme le bouc émissaire démuni et invisible, la fille pleurant sur le sol de la cuisine, la femme de ménage tenant une serpillière. Maintenant il fixait un prédateur au sommet d'un empire financier. Barbara a desserré sa prise. Son sac à main en cuir beige coûteux a glissé de ses doigts. Il a heurté le sol en bois dur avec un bruit sourd et lourd. Le son a résonné dans la salle du conseil silencieuse. Personne n'a bougé pour le récupérer. Bradley Sterling s'est arrêté dans la porte. L'avocat possédait des instincts prédateurs finement aiguisés. Il a regardé le costume sur mesure, la montre de luxe, la vue dominante et le dossier reposant sous mes mains pliées. L'avocat de panneaux publicitaires a réalisé simultanément avec son client qu'ils avaient fait un calcul catastrophique. Ce n'était pas une audience disciplinaire pour une femme de ménage. Ils avaient marché dans la forteresse d'une exécutive. Thomas a ouvert la bouche. Sa mâchoire a fonctionné de haut en bas, mais l'air s'est simplement échappé de ses poumons sans former de mots. Le bluff, l'arrogance, la supériorité patriarcale se sont évaporés dans l'atmosphère climatisée de la salle du conseil. L'homme qui comptait sur le volume pour gagner ses batailles s'est soudain retrouvé entièrement sans voix. « Que fais-tu dans la salle du conseil ?» Thomas a finalement bafouillé. Sa voix était un râle creux, dépouillé de son ancienne résonance commandante. Il sonnait petit, confus et soudain très vieux. J'ai regardé l'homme qui avait falsifié ma signature pour cacher ses dettes. J'ai regardé la mère qui m'avait tendu un outil de nettoyage pour mon anniversaire. J'ai regardé la sœur aînée qui s'était assise dans mon bureau hier, offrant de les vendre tous les deux pour 20% de l'equity immobilière. Je dirige ce département, Thomas, ai-je répondu. Ma voix était calme, portant sans effort dans l'acoustique précise de l'espace exécutif. Prends un siège. Il fixait les chaises en cuir vide bordant la longue table en acajou. Il n'était plus le patriarche riche disciplinant un enfant errant. Il était un intrus endetté qui venait d'être convoqué par la banque,
et le dossier en papier Kraft reposant sous mes mains contenait la documentation médico-légale requise pour enterrer son héritage de manière permanente. Les lourdes portes en verre de la salle du conseil se sont refermées avec un clic, scellant les quatre à l'intérieur avec le silence d'une tombe. Le bourdonnement atténué de la climatisation centralisée était le seul son. Thomas est resté figé, la bouche encore légèrement ouverte, incapable de traiter la réalité géographique de sa situation. Barbara restait à fixer son sac à main tombée, ses mains manucurées tremblantes. Chloé a fait un pas lent et délibéré en arrière, s'éloignant physiquement de ses parents comme si leur ruine imminente pouvait être contagieuse. Je ne leur ai pas offert de boisson. Je n'ai pas demandé de leur trajet à travers la ville. Je suis resté assise à la tête de la table en acajou, ma posture rigide, mon expression dépourvue de la soumission filiale sur laquelle ils avaient compté pendant 25 ans. J'ai ignoré mes parents entièrement. Mon attention s'est déplacée vers la seule personne dans la pièce qui possédait la capacité de comprendre la nature létale de la documentation reposant sous mes mains. J'ai regardé directement Bradley Sterling. L'avocat recalibrait déjà. Ses instincts prédateurs, aiguisés par des années de bataille en salle d'audience et de règlement en coulisses, l'ont alerté du danger. Il a reconnu la coupe sur mesure de mon costume et la montre en platine à mon poignet. Mais plus important encore, il a reconnu l'épais dossier en papier Kraft non marqué. Il comprenait que quiconque contrôle les documents contrôle le récit. Monsieur Sterling, ai-je commencé, ma voix un baryton clinique plaqué a tranché à travers le choc persistant dans la pièce. Je suppose que vous avez rédigé la lettre de cessez et desiste remise à mon assistante hier. Sterling s'est éclairci la gorge, ajustant le nœud de sa cravate en soie. Son arrogance de marque diminuait rapidement. Je représente M et Madame Williams, a-t-il répondu, son ton prudent. Nous sommes venus ici pour discuter du transfert frauduleux de leur résidence principale. J'ai placé mes mains à plat sur le dossier et les poussé à travers la longue surface polie de la table. Il a glissé sans à-coups, s'arrêtant exactement devant l'avocat. Il y a un transfert frauduleux, ai-je confirmé, en regardant ses yeux se baisser vers l'épaisse pile de papier. Mais vous avez mal identifié le coupable. Je vous suggère d'ouvrir le dossier. Thomas a finalement trouvé une fraction de sa voix. Ne regarde pas ça, a-t-il commandé, en s'avançant vers la table. Son ton était une imitation désespérée et creuse de son ancienne autorité. Elle ment. Elle a volé l'acte. Elle est une criminelle. Je n'ai pas haussé la voix pour rivaliser avec son éclat. J'ai simplement parlé par-dessus lui, m'adressant à Sterling. Pièce A, ai-je déclaré, en faisant un geste vers le dossier. Le premier onglet contient l'accord d'exploitation irrévocable pour Desert Rose Holdings Limited Liability Company. Vous noterez ma signature sur la ligne du bas, me désignant comme la seule membre gérante. Sterling a ouvert la lourde couverture. Il a étudié le document, les sourcils froncés. Vous noterez également, ai-je continué, la date d'incorporation. J'avais 19 ans. Je travaillais 3 emplois au salaire minimum. Je ne possédais aucun conseil juridique, aucun actif et zéro connaissance de la structuration d'entreprise. Mon père a falsifié ma signature. Thomas s'était lancé en avant, claquant ses paumes sur la table en acajou. C'est un mensonge, a-t-il crié, son visage rougissant d'une teinte dangereuse de cramoisie. Tu l'as signé. Tu as accepté de détenir la propriété. J'ai gardé mon regard verrouillé sur l'avocat. Tourne à l'onglet B, Monsieur Sterling. L'avocat a ignoré les dénis frénétiques de son client et est passé à la section suivante, ses yeux s'élargissant alors qu'il parcourait les feuilles de calcul. Ce sont les registres financiers internes de Desert Rose Holdings, ai-je expliqué. Parce que Thomas a falsifié ma signature pour faire de moi la seule membre gérante, il m'a involontairement accordé une autorité légale complète et sans restriction pour auditer les comptes. Ce que vous regardez est un acheminement systématique de dettes d'entreprises toxiques. Sur 4 ans, votre client a acheminé 2 millions de dollars de dépenses frauduleuses de son entreprise de logistique en faillite à travers la société Écran Immobilière. Il avait l'intention de protéger le revenu du gouvernement fédéral et de me laisser tenir le sac quand l'audit arriverait inévitablement. Barbara a halté, portant une main à sa bouche. Elle a regardé son mari, l'horreur naissant dans ses yeux, non pour sa criminalité, mais pour la réalisation soudaine que leur filet de sécurité était entièrement imaginaire. La respiration de Sterling s'est raccourcie. Il a tracé les colonnes de chiffres avec un doigt manucuré, reconnaissant les modèles distincts d'évasion fiscale.
C'était un avocat de panneaux publicitaires, mais il n'était pas idiot. Il savait à quoi ressemblait une mise en accusation fédérale. Tourne à l'onglet C, ai-je instruit, le rythme de ma livraison implacable. Sterling a obéi, tournant la page pour révéler une pile de certificats officiels du comté. Thomas supposait qu'en créant la SARL, il avait isolé le domaine de Scottsdale de ses créanciers, ai-je dit. Il ignorait l'exigence fondamentale de la propriété immobilière. Il avait cessé de payer les impôts fonciers du comté de Maricopa il y a 48 mois. Thomas a reculé de la table, ses genoux fléchissant légèrement. « Tu ne peux pas prouver ça », a-t-il murmuré, la panique finalement surpassant sa rage. « Les registres du comté le prouvent, Thomas », ai-je répondu, en m'adressant enfin directement à lui. Quand les impôts fonciers ne sont pas payés en Arizona, le comté met les privilèges aux enchères. Sinon rachetés pendant 3 ans, le détenteur du privilège peut saisir. Tu étais exactement à 3 semaines de perdre la maison au profit d'un investisseur aléatoire. Tu n'as pas protégé l'actif. Tu l'as perdu. J'ai fait une pause, permettant à la gravité de son échec de s'installer sur la pièce. Je n'ai pas volé la maison, ai-je continué, ma voix baissant d'une octave froide et précise. Je l'ai payée. J'ai autorisé une filiale de cette entreprise de gestion de patrimoine à acheter les certificats d'impôt. J'ai payé les privilèges sur lesquels tu avais fait défaut en satisfaisant la dette. J'ai légalement saisi ta fiducie cachée et dégagé la propriété. J'ai isolé le domaine de ta faillite imminente et t'ai enfermé dehors en utilisant ton propre accord d'exploitation falsifié. J'ai regardé Barbara, qui pleurait maintenant silencieusement, le mascara coulant sur ses joues pâles. Tu m'as donné une serpillière pour mon anniversaire, supposant que j'étais le personnel, ai-je dit, les mots la frappant comme des coups physiques. Vous m'avez moqué dans le hall de ce bâtiment même. Mais pendant que tu achetais des sacs à main de designer à crédit, je liquidais la dette toxique de ton mari. J'étais la seule raison pour laquelle un toit restait au-dessus de vos têtes. Et à partir d'hier, la charité s'est officiellement tarie. Sterling est passé à l'onglet final du dossier. Il fixait la feuille unique de papier, la couleur quittant entièrement son visage, son attitude arrogante évaporée, remplacée par la terreur pure et non diluée d'un homme réalisant qu'il a marché dans un piège. Il regardait l'accusé de réception de la division d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Sterling, sa voix se brisant. « Cela, M. Sterling, est mon rapport de dénonciateur, ai-je répondu calmement. J'ai soumis les preuves du schéma d'évasion fiscale de $2 millions il y a 11 mois. J'ai obtenu une immunité fédérale complète pour moi-même en échange de l'intelligence. Votre client est la cible d'une enquête criminelle fédérale active. Le silence est revenu dans la salle du conseil, plus lourd et plus suffocant qu'auparavant. Thomas a vacillé sur ses pieds, l'ampleur de sa destruction pénétrant enfin son illusion. Il avait marché dans mon bureau, s'attendant à intimider une femme de ménage. Au lieu de cela, il s'était livré à un procureur fédéral. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, croisant mes mains sur ma taille. La bombe de vérité financière avait détonné impeccablement, mais le rayon d'explosion n'était pas confiné à mes parents. Bradley Sterling tenait maintenant la preuve indéniable de la criminalité de son client, et l'avocat de panneaux publicitaires savait exactement ce qu'il devait faire pour survivre aux retombées. Le silence à l'intérieur de la salle du conseil exécutif est passé de lourd à suffocant. Bradley Sterling, un homme dont toute la carrière lucrative reposait sur la projection d'une confiance inébranlable, était assis figé au bord de la table en acajou. Il fixait la feuille unique de papier reposant au sommet du dossier en papier craft. C'était l'accusé de réception de la division d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service. L'insigne officiel du gouvernement était net et indéniable dans le coin supérieur, accompagné d'un numéro de suivi fédéral et d'un bref résumé létal du rapport de revenus abrité. Dans l'écosystème juridique de l'Arizona, les avocats comme Sterling occupaient une niche très spécifique. C'était un avocat de panneaux publicitaires. Il conduisait une voiture de sport européenne louée, achetait du temps d'antenne télévisée pendant la programmation diurne et comptait sur une flotte de parajuristes sous-payés pour rédiger des lettres de menaces standards. Son modèle d'affaires était basé sur un faible risque et un volume élevé. Il se spécialisait dans l'extraction de règlements rapides de familles de classe moyenne terrifiées, l'intimidation de petits propriétaires d'entreprises et l'intimidation de locataires vulnérables. Il ne plaidait pas contre le département de la justice. Il ne mettait pas les pieds dans des salles d'audience fédérales.
Et il ne représentait certainement pas des clients qui falsifiaient des documents pour échapper au gouvernement des États-Unis. La couleur a quitté le visage de Sterling, laissant sa peau de la teinte du béton mouillé. L'éclat prédateur dans ses yeux s'est éteint, remplacé instantanément par l'instinct primal brut d'autopréservation. Il comprenait la responsabilité catastrophique assise directement à sa gauche. Thomas ne l'avait pas simplement engagé pour un litige immobilier de routine. Thomas l'avait armé, l'entraînant involontairement au centre d'un schéma d'évasion fiscale de 2 millions de dollars. Si Sterling continuait à plaider pour le retour d'un actif transféré frauduleusement, il risquait de s'impliquer dans une conspiration fédérale. Il risquait de perdre sa licence pour pratiquer le droit. Il risquait sa propre liberté. Sterling a lentement levé la tête. Il ne m'a pas regardé. Je n'étais plus l'adversaire. J'étais la dénonciatrice fédérale qui tenait le détonateur. Au lieu de cela, l'avocat a tourné lentement son regard vers son client. Thomas transpirait. De petites perles d'humidité se collectaient le long de la racine de ses cheveux, captant la lumière vive du désert se déversant à travers les fenêtres panoramiques. Il a offert un sourire faible et creux, tentant de combler la distance soudaine et terrifiante grandissant entre lui et son conseil juridique. Il a ouvert la bouche, peut-être pour offrir une rétention plus importante ou pour tisser un autre mensonge frénétique, mais Sterling l'a coupé avant qu'une seule syllabe ne puisse s'échapper. « Tu m'as menti », a dit Sterling. L'avocat n'a pas crié. Il n'avait pas besoin de compter sur le volume. La clarté venimeuse et calme de sa voix était bien plus dévastatrice que n'importe quel éclat théâtral. Thomas avalait difficilement, sa pomme d'Adam bougeant contre son col coûteux. « Brad, écoute. Nous pouvons expliquer ça. Elle manipule les documents. C'est un malentendu. » Il n'y a pas de malentendu. Sterling a grogné, sa lèvre supérieure se courbant en un rictus de dégoût pur et non filtré. Tu t'es assis dans mon bureau hier et tu m'as nourri d'un récit fabriqué sur une fille ingrate volant ta maison de retraite. Tu m'as demandé de rédiger des menaces formelles. Tu m'as amené dans cet immeuble pour intimider la propriétaire légale d'une propriété que tu as transférée frauduleusement pour échapper aux impôts fédéraux. Barbara a laissé échapper un petit halètement blessé, pressant ses mains sur sa bouche. Elle a regardé l'avocat comme s'il venait de frapper son mari au visage. Pendant toute sa vie adulte, Barbara croyait que l'argent pouvait acheter la loyauté, qu'un avocat cher était un bouclier contre toute conséquence. Elle regardait cette illusion se désintégrer en temps réel. Sterling a placé ses paumes à plat sur la table en acajou et s'est poussé pour se lever. Il a bougé avec une urgence soudaine et rigide. Il a tendu la main vers sa mallette en cuir importé reposant sur la chaise adjacente. « Tu ne peux pas partir », a supplié Thomas, la panique brisant enfin sa façade, sa voix montant à un ton désespéré. Tu es mon représentant légal. Nous avons un contrat. J'ai payé tes honoraires de rétention. Sterling a fait claquer les fermoirs en laiton de la mallette. Il ne s'est pas donné la peine de rassembler les notes inutiles qu'il avait prises. Il a simplement jeté son stylo plume coûteux à l'intérieur et a claqué le couvercle. Le clic métallique tranchant a résonné comme un coup de feu dans l'acoustique impeccable de la salle du conseil. Ma rétention est vide, a déclaré Sterling, en regardant l'homme qui venait de détruire sa propre vie. Les fonds que tu as fournis ont été épuisés par les heures que j'ai passées à préparer cette embuscade. Je me retire formellement en tant que ton avocat, avec effet immédiat. Thomas a tendu la main, sa main planant au-dessus du bois poli, désespéré de s'accrocher à quoi que ce soit qui pourrait arrêter la chute libre. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons une audience d'expulsion prévue. Qui va parler pour moi devant le juge? Sterling a pris sa mallette, sa posture rigide. Je te conseille fortement de trouver un avocat spécialisé en défense criminelle, a-t-il dit, son ton dépourvu de toute courtoisie professionnelle persistante. Tu vas en avoir besoin très bientôt. Ne contacte plus mon cabinet. L'avocat n'a pas attendu de réponse. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers les lourdes portes en verre. Il n'a pas regardé en arrière. Il a poussé la sortie, ses pas s'estompant rapidement sur la moquette moelleuse du couloir exécutif. Il fuyait le rayon d'explosion, laissant la famille Williams debout directement au point zéro. Le vide laissé par son départ était suffocant. Thomas se tenait à côté de la chaise en cuir vide, fixant l'espace où son sauveur venait d'être. Ses mains tremblaient visiblement. Le patriarche qui avait passé toute sa carrière en logistique à licencier des employés sans indemnité,
à résilier des contrats sans préavis et à intimider quiconque manquait de capital pour se battre, venait d'être sommairement congédiée par son propre mercenaire. Barbara a baissé les mains de sa bouche. Elle s'est tournée pour regarder Chloé, cherchant peut-être du réconfort auprès de son enfant chéri, mais Chloé n'a rien offert. Ma sœur aînée est restée debout près du mur du fond, son visage un masque de détachement prudent et calculé. Chloé savait déjà que le navire coulait. Elle avait visité ce même bureau hier pour sécuriser son propre canot de sauvetage. Elle regardait ses parents se noyer avec l'intérêt froid et passif d'une spectatrice. Je suis restée assise à la tête de la table. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Jubiler implique un investissement émotionnel personnel, un besoin égoïste de remuer le couteau dans la plaie. J'ai opéré purement sur la réalité structurelle. Vous avez 72 heures jusqu'à votre comparution prévue au tribunal d'expulsion du comté de Maricopa, ai-je déclaré, ma voix brisant le lourd silence. La précision clinique de mon ton n'offrait aucun quartier. Thomas a lentement tourné la tête pour me regarder. Le père arrogant et commandant qui m'avait tendu une serpillière de qualité commerciale il y a seulement quelques semaines avait disparu. L'homme qui me regardait en retour était vidé, dépouillé de ses actifs, de sa défense légale et de sa dignité restante. Il semblait avoir vieilli d'une décennie en l'espace de 15 minutes. Sans représentation légale, ai-je continué, en tapotant le bord du dossier en papier craft. Tu seras tenu de comparaître procès. Tu devras te tenir devant un juge-président et expliquer pourquoi tu es resté sur ma propriété sans autorisation, sans payer d'impôts et sans accord de location valide. Je serai là pour présenter les reçus. J'ai pris ma montre en platine sur le bureau, vérifiant l'heure. Le geste était dédaigneux, signalant la fin définitive de l'audience. Cette réunion est terminée, ai-je dit. David vous escortera jusqu'au hall. La porte en verre s'est ouverte sans à-coups. Mon assistante exécutive se tenait sur le seuil, attendant de guider les intrus hors de mon domaine. Thomas et Barbara se sont tournés vers la sortie, leurs mouvements lents et mécaniques, comme des somnambules naviguant un paysage inconnu. Ils étaient entrés dans la tour de verre, s'attendant à exécuter une embuscade humiliante. Ils partaient dépouillés de leur arme principale, faisant face au futur abattoir légal du tribunal d'expulsion entièrement seul. Le palais de justice du comté de Maricopa n'est pas conçu pour le confort ou le sentimentalisme. C'est une structure brutaliste de béton coulé, de sol en linoléum stérile et d'un éclairage fluorescent impitoyable. L'air à l'intérieur est perpétuellement vicié, portant le léger sens métallique d'une finalité bureaucratique. C'est un endroit où les illusions sont dépouillées et réduites à un témoignage sous serment et à des preuves papier. Thomas se tenait seul à la table de la défense. Pendant toute sa vie adulte, mon père naviguait les conflits en se cachant derrière des boucliers légaux coûteux. Il utilisait des avocats d'entreprise pour intimider ses fournisseurs et intimider ses employés. Mais après que Bradley Sterling soit sorti de ma salle du conseil, la réalité de la situation l'a rapidement isolé. Thomas a contacté 6 cabinets d'avocats différents dans la région métropolitaine de Phoenix. Chaque cabinet a refusé sa représentation. Sterling avait discrètement averti ses collègues du schéma d'évasion fiscale fédérale toxique attaché au nom de la famille Williams. Aucun officier de justice réputé n'était prêt à risquer sa licence pour défendre un homme se noyant dans des documents falsifiés. Sans conseil juridique, Thomas a été forcé de comparaître procès, se représentant lui-même dans les procédures d'expulsion. Il portait un costume anthracite qui pendait légèrement lâche sur sa silhouette, un témoignage visuel du poids qu'il avait perdu au cours du dernier mois. Sa posture, habituellement rigide avec une autorité injustifiée, s'affaissait sous les lumières dures du plafond. Assise au banc élevé surplombant la salle se trouvait l'honorable juge Béatrice Holdan. C'était une juriste avec 2 décennies d'expérience présidant des litiges immobiliers. Elle possédait un regard acéré et indéchiffrable et une réputation bien documentée de tolérance zéro pour les théâtralités en salle d'audience. La juge Holdan a instruit la défense d'énoncer son cas. Manquant de toute base légale valide ou d'un argument statutaire cohérent, Thomas a recouru à la seule tactique qui lui restait, il a tenté une manipulation émotionnelle désespérée. Il est sorti de derrière la table de la défense et a commencé à arpenter l'allée étroite. Il a forcé sa voix à vaciller, cultivant la persona d'un patriarche au cœur brisé et perplexe. « Votre honneur » a supplié Thomas, ses mains tremblantes alors qu'il faisait un geste vers ma table. « Vous regardez une tragédie de trahison filiale. Ma femme et moi avons versé nos économies de toute une vie dans ce domaine de Scottsdale. Nous avons construit une maison pour notre famille, et maintenant dans nos années crépusculaires,
notre plus jeune fille exploite une erreur administrative pour voler le toit au-dessus de nos têtes. Elle est un enfant ingrat essayant de jeter ses parents malades et âgés dans la rue. Il a fait une pause pour essuyer une larme fabriquée de sa joue. Il a parlé de valeurs familiales, des sacrifices que les parents font et de la cruauté de ma cupidité supposée. C'était une performance pratiquée et désespérée. Je ne l'ai pas interrompu. Je suis resté assise à la table du plaignant, ma colonne vertébrale parfaitement droite, regardant le spectacle avec un détachement clinique. Dans la galerie directement derrière Thomas, était assise Chloé. Ma sœur aînée a joué son rôle de soutien avec une précision impeccable. Elle portait une robe sombre modeste, la tête baissée dans une tristesse pratiquée. Elle tenait un mouchoir froissé dans ses mains manucurées, tamponnant périodiquement les coins de ses yeux. Pour tout observateur non initié, elle semblait être la sœur dévouée et en deuil, brisée par les actions malveillantes d'une sœur voyou. La juge Holden a permis à Thomas d'arpenter et de performer pendant exactement 4 minutes. Puis elle a levé une seule main. Le geste était petit, mais portait le poids indéniable du système judiciaire. Thomas a cessé instantanément son arpentage. Monsieur Williams. La juge Holden a dit, son ton plat et sans sympathie. Ceci est une audience d'expulsion, pas une production théâtrale. Je ne m'intéresse pas à vos dynamiques familiales. Je m'intéresse au titre, au bail et aux obligations financières concernant la propriété en question. Avez-vous des preuves documentaires pour soutenir votre droit d'occuper les lieux? Thomas a ouvert la bouche, a bafouillé et a regardé ses mains vides. J'ai acheté la maison, a-t-il murmuré, l'argument sonnant incroyablement fragile dans la vaste salle. La juge Holden a détourné son regard acéré de lui et s'est concentrée sur moi. Mademoiselle Williams, a-t-elle incité? Je ne me suis pas levé pour arpenter. Je n'ai pas haussé la voix ni offert une réfutation émotionnelle à sa calomnie. J'ai simplement glissé une pile nette et reliée de documents vers l'huissier, qui les a portés jusqu'au banc. Votre honneur, ai-je commencé, gardant ma livraison mesurée et précise. Je suis la seule membre gérante de Desert Rose Holdings, l'entité légale qui détient l'acte non grevé de la propriété. Je soumets la pièce A, l'accord d'exploitation irrévocable établissant mon autorité exclusive sur le domaine. La juge a ouvert le classeur, ses yeux parcourant la page. Je soumets la pièce B, ai-je continué. Ce sont les certificats d'impôt du comté de Maricopa. Le défendeur occupait la propriété mais n'a pas payé les impôts fonciers évalués pendant 48 mois consécutifs. Mon département a légalement acheté ses privilèges et a satisfait la dette en totalité, sauvant effectivement le domaine de la saisie du comté et solidifiant ma propriété légale. Thomas a grippé le bord de sa table. Votre honneur, elle m'a piégé, a-t-il interrompu, sa voix montant dans la panique. Elle a manipulé les documents. La juge Holden a frappé son marteau une fois, un craquement tranchant qui a résonné contre les murs en béton. Vous ne parlerez que lorsqu'on vous adressera la parole, monsieur Williams, a-t-elle averti. Poursuivez, mademoiselle Williams. J'ai hoché la tête respectueusement. Je soumets la pièce C. Ce sont 3 années d'état de compte bancaire certifié des comptes du défendeur. Il démontre que monsieur Williams n'a pas payé un seul cent en entretien, assurance ou loyer à la société holding pendant son occupation illégale. Il n'est pas une victime d'une erreur administrative. Il est un squatteur non payant qui a abandonné ses obligations financières envers la propriété il y a 4 ans. Le piège se refermait, suffoquant les derniers vestiges de son illusion. La juge a examiné les registres bancaires, son expression s'assombrissant alors qu'elle vérifiait la piste indéniable de négligence financière. Les preuves papier étaient irréfutables. Thomas pouvait sentir le verdict imminent. Il a agrippé le bord de sa table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il a abandonné sa routine de patriarche affligé et est revenu à sa vraie nature. Il m'a ricané de l'autre côté de l'allée. C'est de mauvaise foi, a crié Thomas, ignorant l'avertissement précédent de la juge. Elle fait sa part dépit. Elle déteste cette famille. Elle est une fille impitoyable et vindicative qui ne se soucie de rien d'autre que de l'argent. Nous sommes sa chair et son sang. Il a joué sa dernière carte, tentant de présenter l'expulsion comme une vendetta émotionnelle mesquine plutôt qu'une procédure légale. Il supposait que sa déclaration de loyauté familiale résonnerait. Il supposait que le lien du sang détenait encore de la valeur. J'ai regardé mon père, puis j'ai déplacé mon regard vers la galerie où Chloé était assise. Son mouchoir s'est arrêté en l'air.
Le dernier clou dans le cercueil n'allait jamais être financier. Le dernier clou devait être psychologique. Votre honneur, ai-je dit calmement, tranchant à travers les échos de son éclat. Le défendeur affirme que cette action légale est une question de trahison filiale. Il fonde sa défense sur la sainteté de la loyauté familiale et m'accuse de mauvaise foi. Pour aborder la vraie nature de la mauvaise foi dans cette salle, je soumets la pièce D. J'ai tendu la main dans ma mallette et récupéré un petit lecteur audio numérique crypté. L'huissier s'est approché, a pris l'appareil et l'a connecté au système multimédia de la salle d'audience. C'est un enregistrement audio non édité capturé dans mon bureau d'entreprise il y a 72 heures, ai-je déclaré. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande dans ma main. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont crépité à la vie. L'audio était d'une clarté cristalline, remplissant l'espace au haut plafond avec le son indéniable de la voix de ma sœur aînée. Je dirai tout au juge. 20% est une affaire pour une victoire garantie. Ses yeux s'élargissant avec la réalisation que son extorsion traîtresse venait d'être diffusée sur le registre public. Alors qu'il la fixait maintenant, la regardant se recroqueviller dans la galerie, l'expression sur son visage s'est fracturée, le patriarche arrogant s'est dissous, laissant derrière lui une coquille creuse et ruinée d'un homme. Les documents financiers l'avaient dépouillé de sa richesse. Ils étaient présents pour s'assurer que l'ordonnance du tribunal soit exécutée sans altercation physique. Leur présence seule était une humiliation profonde, une diffusion publique à chaque voisin aisé de la rue que les occupants de la maison avaient échoué. Je me tenais sur le trottoir de l'autre côté de l'allée. Je portais un costume bleu marine parfaitement taillé, le tissu immunisé contre la température croissante du désert. Ma posture était détendue mais vigilante. J'observais le démantèlement physique d'une illusion que j'avais survécue pendant 2 décennies et demie. La logistique d'une relocalisation forcée révèle la vraie nature des personnes impliquées. Il n'y avait pas d'effort coordonné parmi les membres restants de la famille. C'était une bousculade chaotique et égoïste. Assise sur le béton chaud du trottoir à quelques mètres du camion au ralenti se trouvait Chloé. Elle pleurait. Un son dur et grinçant qui résonnait dans la rue calme. Ses larmes n'étaient pas versées pour son père, qui faisait actuellement face à la perspective d'une mise en accusation fédérale. Son chagrin était entièrement dirigé vers la pile de sacs à main de designer qu'elle essayait de fourrer dans une boîte en carton bon marché. Le cuir structuré de ces sacs importés était écrasé. Elle ignorait ses parents. Elle n'offrait aucune assistance physique aux personnes qui avaient vidé mon fonds d'études pour protéger son statut social. Son instinct parasitaire reconnaissait que l'organisme hôte était mort. Le domaine était parti. Les comptes bancaires étaient gelés. Thomas et Barbara ne possédaient plus aucune utilité pour elle à l'avenir. Elle pleurait la perte de son inventaire personnel. Terrifiée par la dégradation imminente vers un appartement exigu dans un code postal inférieur. Thomas allait et venait du garage à la rampe de chargement. Il portait des boîtes de vaisselle de cuisine bon marché et des dossiers obsolètes. Il semblait vidé. Le patriarche rigide et dominateur qui terrorisait autrefois ses employés et rabaissait sa plus jeune fille manquait. Ses épaules étaient affaissées. Sa peau avait une teinte grisâtre. Il évitait de regarder dans ma direction. La honte de sa défaite était trop fraîche. Mais le vrai poids pesant sur sa colonne vertébrale était l'enquête fédérale imminente. L'internal revenu service n'opérait pas sur des délais de 30 jours. Ils construisaient leur cas avec une précision lente et méthodique. Chaque fois que Thomas chargeait une boîte sur le camion, il savait qu'il ne faisait que transférer ses affaires vers une cellule de détention temporaire avant que le gouvernement ne finalise ses accusations. Il était un fantôme hantant son propre héritage ruiné. Puis la lourde porte d'entrée s'est ouverte grand. Barbara a traîné les pieds sur le porche ensoleillé. Le tribut du dernier mois était profondément gravé dans son apparence. La femme qui prisait les esthétiques de country club au-dessus du devoir maternel semblait avoir vieilli d'une décennie. Ses cheveux, normalement coiffés et teints, montraient des racines grises frappantes. Ses vêtements pendaient lâches sur sa silhouette. Elle semblait désorientée, plissant les yeux contre l'éclat dur du matin. Dans sa main tremblante, elle portait un objet qui n'appartenait pas aux articles de luxe chargés dans le camion. Elle tenait la serpillière de qualité commerciale. C'était exactement l'article qu'elle et Thomas m'avaient présenté il y a seulement 4 semaines, emballé dans du papier festif, accompagné d'un mot se moquant de mon statut perçu de nettoyeuse démunie. C'était le catalyseur de l'expulsion, l'insulte finale qui m'avait poussé à lâcher l'audit médico-légal sur leurs genoux. Barbara a descendu lentement l'allée pavée.
Elle a contourné les adjoints du shérif et s'est approchée du trottoir où je me tenais. Elle s'est arrêtée à 3 pieds de distance. Elle n'a pas parlé. Sa lèvre inférieure tremblait. Elle a tendu les bras, m'offrant la serpillière en retour. C'était une supplique silencieuse et désespérée. Dans sa logique fracturée, peut-être croyait-elle que retourner le cadeau insultant pourrait rembobiner l'horloge. Peut-être pensait-elle qu'un affichage de soumission inciterait le bouc émissaire invisible à revenir à la conformité, me convainquant d'arrêter les adjoints et de déchirer l'ordonnance du tribunal. J'ai regardé le manche en plastique et la tête en microfibre. J'ai regardé la femme qui la tenait. Je n'ai ressenti aucune colère résiduelle. La colère exige un investissement émotionnel persistant. J'ai éprouvé seulement la clarté stérile d'un auditeur clôturant un compte irrécouvrable. « Garde-la, Barbara », ai-je dit. Ma voix était égale, portant au-dessus du bruit ambiant du moteur du camion au ralenti. Tu vas en avoir besoin pour frotter les sols de ton nouvel appartement. Ses mains sont tombées. La serpillière a claqué contre le pavé chaud. Elle a laissé échapper un petit gémissement brisé, se tournant et traînant les pieds vers le véhicule loué. Elle a enfin compris que le pont n'était pas seulement brûlé. Les cendres avaient été dispersées au vent. Les adjoints ont sécurisé les lieux 1 heure plus tard. Les lourdes portes en chêne ont été verrouillées. La propriété était officiellement vacante. Le camion de déménagement a ronronné dans la rue, emportant les vestiges fracturés de la famille loin des contreforts de Scottsdale. Le passage du temps solidifie les conséquences. 4 semaines ont défilé. L'énergie frénétique de l'expulsion s'est installée dans la routine calme de la gestion d'actifs. J'étais assise dans mon bureau d'angle en train d'examiner un nouveau portefeuille de dettes commerciales en difficulté quand mon assistante a placé le courrier du jour sur mon bureau. Près du haut de la pile se trouvait une enveloppe épaisse. L'écriture sur le devant était erratique et familière. L'adresse de retour indiquait un complexe d'appartements modestes en périphérie de la ville. J'ai ouvert le rabat avec un ouvre-lettres en argent. À l'intérieur se trouvaient 6 pages de papier ligné de carnet couvertes de l'écriture frénétique de Barbara. J'ai lu la correspondance une fois. C'était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle dépourvu de toute responsabilité réelle. Elle a écrit sur sa santé défaillante. Elle a détaillé les conditions exiguës et désagréables de son nouveau logement. Elle s'est plainte que Chloé les avait entièrement abandonnés, choisissant de s'installer avec un barman qu'elle connaissait à peine pour éviter de partager un petit espace avec ses parents ruinés. La page finale contenait le pivot prévisible. Barbara suppliait pour une assistance financière. Elle demandait une seconde chance, suppliant pour le pardon. Elle a conclu la longue missive par une phrase fatiguée, insistant sur le fait que le sang est plus épais que l'eau. Elle tentait de tirer parti d'une connexion biologique pour extraire du capital. Elle croyait encore que j'étais une ressource à exploiter. J'ai placé les pages du carnet dans le destructeur de documents à côté de mon bureau. La machine a bourdonné, réduisant ces 6 pages d'excuses en fines bandes illisibles de confettis. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et retiré une feuille de papier à lettres corporatif lourd embossé. J'ai sélectionné un stylo plume. Je n'ai pas rédigé une réfutation de plusieurs pages. Je n'ai pas listé ses transgressions passées ni esquissé les dommages psychologiques qu'elle m'avait infligés pendant mon enfance. Les explications sont une forme de monnaie, et j'ai refusé de dépenser un autre centime sur son illusion. J'ai écrit une seule phrase. Les excuses expirent. Les limites ne le font pas. J'ai mis le stylo de côté. J'ai ouvert mon registre personnel et rédigé un chèque de banque d'un montant de 500 $. C'était une somme précise et calculée. C'était assez pour couvrir une semaine d'épicerie ou une petite facture de service public, mais loin d'être assez pour altérer sa nouvelle trajectoire d'indigence. C'était une transaction stérile conçue pour finaliser le registre. Sur la ligne de mémo du chèque, j'ai imprimé 2 mots en lettres majuscules nettes. Contribution finale. J'ai plié le chèque à l'intérieur du papier à lettres embossées, les placer dans une enveloppe assortie et les sceller. J'ai déposé l'enveloppe dans mon plateau de courrier sortant. La séparation était complète. J'avais légalement, financièrement et émotionnellement amputé le membre malade qui avait menacé ma survie pendant 25 ans. Il n'y aurait pas de retrouvailles larmoyantes. Il n'y aurait pas de dîner de fête chargé de tensions inexprimées. Le cycle d'extraction était définitivement brisé. Mon attention s'est déplacée du passé et dirigée vers le domaine vaste et silencieux assis tranquillement dans les contreforts du désert.
La structure était sécurisée. Les privilèges étaient payés. Le titre était propre. Il était temps d'initier la phase finale de ma stratégie. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour contacter une équipe d'entrepreneurs commerciaux spécialisés. La maison nécessitait des rénovations importantes, non pas pour un nouveau occupant riche, mais pour accueillir une mission qui redéfinirait entièrement son objectif. 6 mois ont passé. Le désert a traversé ses saisons subtiles, la chaleur punitive de l'été cédant finalement à l'air vif et clair de la fin de l'automne. La poussière des batailles légales et de l'expulsion s'était depuis longtemps déposée. Thomas naviguait actuellement le processus labyrinthique d'une mise en accusation par un grand jury fédéral. Ses actifs gelés et sa liberté précaire. Chloé gérait une boutique de détail. Son statut social évaporé, survivant sans le filet de sécurité financière qu'elle avait toujours tenu pour acquis. Barbara restait dans son petit appartement, un fantôme hantant les marges d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Je ne suivais pas leurs mouvements quotidiens. Je ne surveillais pas leurs échecs. C'étaient des comptes clôturés, leur registre définitivement équilibré et archivé. Mon attention était dirigée entièrement vers l'avant. Je suis retourné au domaine de Scottsdale un mardi matin. Le vaste domaine de 2,5 millions de dollars était assis tranquillement contre le fond des contreforts de Camelback Mountain, mais la maison était fondamentalement méconnaissable quand j'ai légalement saisi la fiducie cachée de mon père. Je n'avais pas l'intention de m'installer dans la demeure. Je refusais de dormir sous les mêmes plafonds voûtés où on m'avait tendu une serpillière et dit que ma seule valeur était le travail manuel. Je refusais de marcher sur le foyer en marbre où ma sœur aînée m'avait crié dessus. Une maison construite sur une fondation de falsification et de dettes toxiques ne pouvait jamais servir de sanctuaire pour la personne qui avait dû la démanteler. Au lieu de cela, j'ai traité la propriété exactement comme mon titre corporatif le dictait. C'était un actif en difficulté, et j'étais la directrice des actifs spéciaux. J'ai tiré parti de l'equity substantiel du domaine non grevé. J'ai obtenu un prêt commercial en utilisant la propriété comme garantie, tirant les fonds pour initier une rénovation complète. Les meubles tapas à accent graveleuil et ostentatoires que Thomas et Barbara avaient achetés à crédit ont été vendus aux enchères il y a des mois. Les lourds rideaux en velours qui bloquaient la lumière naturelle ont été retirés. L'intérieur a été vidé et réimaginé. Il n'était plus conçu pour projeter une illusion de richesse aux connaissances du country club en visite. Il a été redésigné pour l'utilité, la sécurité et le soutien communautaire. La grande salle à manger a été convertie en un espace de travail collaboratif moderne bordé d'ordinateurs et de bibliothèques de ressources. La suite principale vaste et les chambres d'amis ont été divisées et rénovées en suites privées sécurisées et confortables. L'aménagement paysager a été simplifié. L'attention s'est déplacée des esthétiques impeccables vers la création d'espaces extérieurs tranquilles et utilisables. Je me tenais sur le porche avant, le soleil du matin réchauffant mes épaules. Je ne portais pas les costumes anthracites sévères sur mesure que j'utilisais dans la salle du conseil. Je portais un pantalon confortable et un chemisier simple. L'armure n'était plus nécessaire ici. Une équipe d'entrepreneurs commerciaux locaux finalisait le dernier détail de la rénovation. Ils montaient méticuleusement une lourde plaque en bronze coulée sur le mur en stuc directement à côté des lourdes portes en chêne. Le contremaître s'est reculé, vérifiant l'alignement avec un niveau, puis a commencé à serrer les dernières vis de sécurité. Je me suis approché pour inspecter le travail terminé. Le bronze était poli, captant la lumière du désert. L'inscription était profondément gravée, permanente et indéniable. Elle disait « The Williams Transitional House, a Sanctuary for Young Women Building Independence ». Je n'avais pas gardé la maison pour vivre dans le fantôme de l'abus de ma famille. J'avais tiré parti de son equity pour créer un sanctuaire opérationnel entièrement financé pour les jeunes femmes fuyant des environnements toxiques et financièrement abusifs. J'ai collaboré avec des cliniques d'aide juridique locales et des organisations à but non lucratif d'alphabétisation financière. L'établissement était conçu pour fournir un logement, des conseils juridiques et une éducation financière complète aux femmes dont le crédit avait été ruiné par des membres de la famille, aux femmes qui avaient été piégées financièrement par des partenaires, et aux femmes qui avaient besoin d'une base sécurisée pour reconstruire leur autonomie. J'ai converti mon traumatisme en une institution. Une camionnette de transport s'est engagée dans la longue allée courbe, les pneus crissant doucement sur le gravier. Le véhicule s'est garé près de l'entrée bien entretenue. La porte passager s'est ouverte. Une jeune femme est sortie. Elle semblait être au début de la vingtaine.
Elle portait un seul sac de sport usé sur l'épaule. Sa posture était tendue, ses yeux balayant le vaste domaine avec un mélange d'appréhension et d'espoir épuisé. Elle arrivait pour commencer le processus d'admission. Les premières résidentes du programme nouvellement établi. Elle a hésité au bas de l'allée, regardant la structure imposante. Je comprenais intimement cette hésitation. Je connaissais la terreur spécifique de se tenir devant un obstacle massif avec des poches vides et un historique compromis. Je suis descendu les marches du porche pour la rencontrer. Je l'ai fait. J'ai offert un sourire. C'était une expression sincère et chaleureuse, entièrement différente du détachement calculé que j'avais armé contre mes parents dans la salle d'audience et la salle du conseil. C'était un sourire né d'une pièce durement gagnée. « Bienvenue », ai-je dit, en tendant la main. « Nous t'attendions. Laisse-moi te montrer l'intérieur. » La jeune femme a pris ma main, sa prise hésitante mais ferme. La tension dans ses épaules s'est atténuée fractionnellement. Nous avons remonté l'allée ensemble, passant la plaque en bronze, et sommes entrés par les lourdes portes en chêne dans le foyer lumineux réimaginé. J'avais passé toute mon adolescence à exister en tant que bouc émissaire invisible, la fille silencieuse désignée pour absorber les échecs de l'enfant chéri. J'ai été moqué. Mon éducation a été volée. Et on m'a tendu un outil de nettoyage comme une plaisanterie cruelle par les personnes obligées de me protéger. Ils supposaient que j'étais fragile. Ils supposaient que mon silence était de la conformité. Ils ne comprenaient pas que je ne survivais pas simplement. J'étudiais les plans. Je n'ai pas seulement survécu aux personnes qui ont essayé de me piéger et d'effacer mon avenir. Je les ai surpassées en manœuvre. J'ai audité leurs mensonges. J'ai acheté le sol même sur lequel ils se tenaient, démantelé légalement leurs illusions et construit quelque chose d'endurant et de beau sur les ruines de leur arrogance. Tu n'as pas à accepter le récit qui t'est assigné par les personnes qui bénéficient de ta suggestion. Tu écris ta propre histoire. Tu sécurises ton propre capital. Tu imposes tes propres limites. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'architecture. Il existe une mythologie omniprésente profondément ancrée dans la culture américaine, un portrait magnifiquement peint de la famille traditionnelle. C'est une image définie par des pelouses suburbaines bien entretenues, des dîners de fêtes partagés et l'hypothèse inébranlable qu'une maison est par nature un sanctuaire. On nous enseigne dès le jeune âge que les parents sont nos protecteurs ultimes et que les liens du sang sont indestructibles. Pourtant, que se passe-t-il quand les architectes de ce sanctuaire sont ceux qui posent des pièges sous les planchers? L'histoire d'Aurelia Williams n'est pas simplement un conte de la riposte d'une fille contre ses parents. C'est un miroir de mise en garde profond tenu devant les coins les plus sombres des dynamiques familiales, de l'éthique financière et des conséquences dévastatrices de l'amour conditionnel. Elle nous défie de regarder de près nos propres valeurs parentales, notre conscience émotionnelle et les responsabilités que nous avons envers les enfants que nous amenons dans ce monde. Dans une société qui souvent défend sans relâche la mobilité ascendante et l'accumulation de richesses, Thomas et Barbara Williams ont perdu leur boussole morale dans la poursuite du maintien d'une façade sociale impeccable. Leur histoire sert d'avertissement sévère aux parents sur le coût élevé de la trahison et la nature corrosive du favoritisme. À l'intérieur des murs de leur domaine de Scottsdale, ils ont cultivé une dynamique tragique classique, l'enfant chéri contre le bouc émissaire. En favorisant Chloé, en excusant ses erreurs, en protégeant sa réputation à tout prix et en la couvrant d'éloges non mérités, tout en rabaissant systématiquement Aurelia, ils n'ont pas seulement blessé un enfant. Ils ont détruit l'unité familiale entière. L'équité et la conscience émotionnelle sont le socle d'une éducation saine des enfants. Quand Thomas et Barbara ont choisi de vider le fonds d'études de $80 000 d'Aurelia pour régler discrètement les problèmes légaux de Chloé, ils ont commis une trahison ultime du devoir parental de protéger. Ils ont vu l'avenir d'Aurelia comme entièrement jetable, une simple ressource à exploiter pour sauver la face. Mais la tragédie de ce favoritisme a coupé dans les deux sens. En protégeant Chloé des conséquences de ses propres actions, ils ont entravé sa croissance émotionnelle, élevant un instinct de survie narcissique en elle. C'était cet instinct même qui a finalement conduit Chloé à se retourner contre ses parents, offrant avec empressement de les vendre pour se sauver elle-même quand l'argent s'est tari. L'échec d'un parent à instiller l'honnêteté et la responsabilité dans un enfant devient inévitablement la lame qui tranche l'arbre familial. Peut-être la défaillance morale la plus flagrante dans ce récit est la wéaponisation de la confiance d'un enfant. Utiliser une fille de 19 ans comme bouc émissaire légal pour des dettes d'entreprise toxiques est un abandon glaçant de la responsabilité familiale.
La décision de Thomas de falsifier la signature d'Aurélia sur un accord d'exploitation irrévocable était construite sur une vue condescendante et limitée de sa propre chair et de son sang. Parce que lui et Barbara voyaient Aurélia seulement comme le personnel, une fille bonne à rien d'autre que le nettoyage, ils étaient entièrement aveuglés à son intellect en évolution et à sa compétence létale. Ils ont échoué à respecter sa croissance en tant qu'individu, choisissant plutôt de la couler comme un personnage fixe et subordonné dans leur drame familial. Mais le parcours d'Aurélia d'une femme de ménage méprisée à la formidable directrice des actifs spéciaux fournit un plan brillant et empowerant pour les jeunes navigants dans leurs propres environnements toxiques. Son chemin offre un guidance vitale à long terme. Quand les personnes censées te protéger deviennent tes prédateurs, la connaissance devient ton arme ultime. Aurélia n'a pas gaspillé son énergie à engager des disputes criantes sur le sol de la cuisine, ni n'a cherché de validation via des défenses frénétiques sur les médias sociaux. Au lieu de cela, elle s'est éduquée. Elle a travaillé 3 emplois de concierge épuisants, a payé elle-même ses études et a obtenu son diplôme summa cum laude en finance quantitative. Elle a étudié les systèmes légaux mêmes que son père utilisait pour la piéger et les a transformés en instruments de sa libération. Pour les jeunes adultes entrant dans le monde, la leçon est monumentale. Comprends les systèmes autour de toi si complètement qu'ils ne peuvent jamais être utilisés contre toi. Couplé à son éducation était le pouvoir extraordinaire de son silence stratégique. Quand sa famille se moquait d'elle, en lui tendant une serpillière pour son 25e anniversaire, Aurélia leur a permis d'armer leur propre arrogance contre eux-mêmes. Elle comprenait que tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur à des personnes engagées à te mal comprendre. Elle a construit tranquillement une cage hermétique de preuves et de succès financiers dans l'ombre. Quand la vérité est enfin venue au jour, elle a apporté avec elle une réévaluation dure mais nécessaire des valeurs familiales traditionnelles. Pendant des générations, la culture américaine s'est fortement appuyée sur l'idiome que le sang est plus épais que l'eau, l'utilisant souvent pour exiger un pardon inconditionnel pour l'abus systémique. Mais quand Barbara a finalement écrit sa lettre de 6 pages suppliant pour une seconde chance, la réponse d'Aurélia a brisé ce récit dépassé. Les excuses expirent. Les limites ne le font pas. Cette phrase unique est un chef-d'œuvre de santé émotionnelle. Elle nous enseigne que les excuses tardives ne peuvent pas magiquement annuler des années de vol financier, de négligence émotionnelle et de falsification légale. Les familles saines ne sont pas soutenues seulement par des liens biologiques. Elles sont soutenues par l'honnêteté, la transparence financière et le respect mutuel. Le sang de l'alliance, les accords moraux et éthiques que nous faisons avec ceux que nous choisissons d'aimer, est infiniment plus significatif que l'eau du ventre quand l'abus est impliqué. Pourtant, la révélation la plus époustouflante de l'histoire d'Aurélia est son objectif final. Alors que l'expulsion de sa famille ressemblait à un coup de maître de vengeance, son vrai but n'était jamais la vengeance. C'était de l'architecture. Elle n'a pas gardé la vaste demeure pour se délecter du fantôme de l'abus de sa famille. Au lieu de cela, elle a tiré parti de son equity pour créer un sanctuaire entièrement financé pour d'autres femmes fuyant des familles toxiques et financièrement abusives. Elle a pris le traumatisme qui lui avait été infligé et l'a converti en une institution de guérison. Elle a prouvé que le succès fait de soi-même est possible malgré une trahison profonde et que la vraie résilience signifie refuser de laisser ta douleur te transformer en les personnes qui t'ont fait du mal. Si cette plongée profonde dans les ombres des dynamiques familiales, de la résilience et du triomphe de l'estime de soi te touche, je t'invite à t'abonner et à suivre notre chaîne. Nous sommes dédiés à partager des récits puissants qui explorent les complexités des relations humaines, la poursuite de la justice et la force incroyable qu'il faut pour réécrire ton propre destin. Rejoins notre communauté et continuons à découvrir les histoires qui nous défient, nous inspirent et nous rappellent notre propre pouvoir. Alors que la poussière se dépose sur le domaine des Williams et que la plaque en bronze de la maison de transition brille au soleil de l'Arizona, on ne peut s'empêcher de regarder à l'intérieur. Nous posons tous des briques dans la vie des personnes autour de nous, surtout nos enfants. Mais nous devons nous demander dans les moments calmes de nos propres vies. Construisons-nous des sanctuaires remplis d'honnêteté et de soutien inconditionnel? Ou forgeons-nous secrètement des chaînes d'attente, aveuglés par notre propre fierté, entièrement inconscients des tempêtes couvant dans les espaces silencieux de nos maisons?